Un millionnaire durci par les chiffres et les contrats décide de procéder lui-même à une expulsion. En entrant dans la maison, il trouve une petite fille protégeant un bébé. Là, sur le sol moisi de cette maison, une vérité le détruit et le reconstruit. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Le ciel gris de Lyon pesait sur les épaules d'Antoine Mercier, tandis qu'il gravissait les marches usées de l'immeuble du XIXe siècle, situé dans le quartier de la Croix-Rousse. Le bâtiment, autrefois témoin de la gloire des Canutes, ces artisans de la soie qui avaient fait la renommée de la ville, n'était plus qu'une carcasse délabrée que sa société immobilière avait acquise à bas prix. L'homme d'affaires, habillé d'un costume taillé sur mesure à 2000 €, détonnait dans ce décor de misère. Ses chaussures italiennes claquaient sur le sol inégal, rythmant sa détermination. À 52 ans, Antoine avait bâti un empire immobilier sans concession. Parti de rien, fils d'un simple ouvrier des usines Renault, il avait gravi les échelons avec une ambition féroce et une absence totale de scrupules. Les sentiments n'ont pas leur place dans les affaires, aimait-il répéter à ses collaborateurs. Cette philosophie lui avait permis d'amasser une fortune considérable, estimée à plus de 300 millions d'euros. Sa résidence principale sur les hauteurs de Fourvière dominait la ville comme pour rappeler à tous sa réussite éclatante. Ce jour-là, il avait décidé de s'occuper personnellement d'une expulsion, un cas qui durait depuis trop longtemps, 6 mois sans paiement de loyer. Habituellement, il déléguait ce genre de tâches ingrates à ses employés, mais cette situation l'agaçait particulièrement. L'appartement en question, bien que modeste, était situé dans un quartier en pleine gentrification, un investissement prometteur qui ne demandait qu'à être rénové et reloué au triple du prix actuel. « Monsieur Mercier, je vous assure que nous pouvons envoyer quelqu'un s'en charger », avait insisté Mathilde Girard, sa directrice des opérations, lorsqu'il avait annoncé son intention. « Non, j'en ai assez de ces histoires interminables. Je veux régler ça une bonne fois pour toutes », avait-il tranché en claquant la porte de son bureau. La vérité qu'il n'aurait jamais avouée, c'est qu'il traversait une période difficile. Depuis la disparition de son fils Théo, 6 mois plus tôt, quelque chose s'était brisé en lui. Le garçon, à peine âgé de 2 ans, avait disparu lors d'une sortie avec sa mère, Élise, dont il était séparé depuis plusieurs mois. La police avait mené une enquête approfondie, mais sans résultat. Élise avait prétendu que l'enfant avait été enlevé pendant qu'elle avait le dos tourné dans un parc. Antoine n'avait jamais cru à cette version, soupçonnant son ex-compagne, instable et rancunière, d'avoir orchestré cette disparition pour se venger de leur rupture tumultueuse. Il avait dépensé des sommes colossales en détectives privés, en récompense promise à quiconque fournirait des informations, en campagne médiatique. En vain. Chaque jour sans son fils creusait un peu plus le vide en lui, un gouffre qu'il tentait de combler par un travail acharné et des décisions toujours plus impitoyables, comme si punir le monde pouvait apaiser sa douleur. Arrivé au 4e étage, il s'arrêta devant la porte écaillée portant le numéro 47. Une dernière chance, songea-t-il, avant de frapper 3 coups secs. Silence. Il recommença, plus fort cette fois. Toujours rien. Agacé, il sortit de sa poche un trousseau de clés et choisit celle qui ouvrirait cette porte. « Je suis le propriétaire », annonça-t-il à haute voix, comme pour se donner une légitimité. « Je vais entrer. » La serrure céda, après quelques tentatives. La porte s'ouvrit dans un grincement plaintif, révélant un intérieur plongé dans la pénombre. Antoine s'attendait à trouver un appartement abandonné, peut-être saccagé, comme c'était souvent le cas après des mois d'impayés. Ce qu'il découvrit le figea sur place. L'odeur fut la première chose qui le frappa. Un mélange de moisie, d'humidité et de quelque chose d'herbacé qu'il ne parvint pas à identifier immédiatement. Puis, ses yeux s'habituant à l'obscurité, il distingua la silhouette d'une enfant, debout au milieu de la pièce principale. Une petite fille d'environ 8 ans le fixait avec un regard où la peur se disputait à la détermination. Ses cheveux châtains, emmêlés, encadraient un visage sale mais au trait fin. Elle était pieds nus sur le carrelage froid, vêtue d'un pull trop grand pour elle et d'un pantalon rapiécé. Derrière elle, sur un matelas posé à même le sol, gisait une forme plus petite qu'Antoine ne distinguait pas clairement. « Qui êtes-vous » demanda la fillette en français, d'une voix étonnamment assurée pour son âge.
Antoine, déstabilisé, mit quelques secondes à répondre. « Je suis le propriétaire de cet appartement. Où sont tes parents ?»« Je n'ai pas de parents, » répondit-elle simplement. « Il n'y a que moi et mon petit frère. » Ces mots, prononcés avec une résignation qui n'appartenait pas à l'enfance, provoquèrent chez Antoine un sentiment étrange, mélange de malaise et de curiosité. Il s'avança dans la pièce et la petite fille recula instinctivement, se plaçant comme un bouclier devant le matelas. « Ton frère est malade ?» demanda Antoine, remarquant les tremblements qui agitèrent la forme allongée. « Il a de la fièvre », confirma la fillette. « J'essaie de le soigner avec des tisanes, comme maman me l'avait appris avant de nous quitter. » Antoine s'approcha davantage, poussé par une intuition qu'il ne s'expliquait pas. La fillette, bien que méfiante, ne s'opposa pas à son avancée. Peut-être avait-elle épuisé ses dernières forces à protéger ce petit être qui grelottait sur le matelas miteux. Lorsqu'il fut assez près pour distinguer clairement le visage de l'enfant malade, Antoine sentit son cœur s'arrêter. Le monde autour de lui sembla se dissoudre, remplacé par un bourdonnement assourdissant dans ses oreilles. C'est très délicat. Ce nez aquilin, ses yeux, même fermés. Il aurait reconnu ses paupières entre mille. « Théo » murmura-t-il incrédule. Le petit garçon entr'ouvrit les yeux à l'évocation de ce nom, révélant des iris d'un bleu intense, exactement comme ceux d'Antoine. Ce regard fiévreux se posa sur lui sans le reconnaître, puis les paupières se refermèrent sous le poids de la maladie. « Il s'appelle Théo ?» demanda Antoine, la voix tremblante. « Je ne sais pas », répondit la fillette. « Je l'appelle comme ça parce qu'il avait ce nom brodé sur son pyjama quand je l'ai trouvé. Mais il ne parle pas encore beaucoup. » Le monde d'Antoine vacillait. Son fils, son petit garçon qu'il cherchait désespérément depuis des mois, était là devant lui, brûlant de fièvre sur un matelas crasseux, dans un appartement misérable dont il voulait expulser les occupants. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à la fillette, tentant de rassembler ses esprits. « Élodie, Élodie Rousseau. »« Et ta maman, Élodie, que lui est-il arrivé ?» Le visage de l'enfant se ferma, une ombre douloureuse passant sur ses traits. Elle était très malade. Elle toussait tout le temps, crachait du sang. Un jour, elle n'a plus eu la force de se lever. J'ai essayé de la soigner, mais sa voix se brisa. C'était il y a 3 semaines. Je m'occupe de Théo toute seule depuis. Je vais chercher de la nourriture, je lui fais des tisanes quand il est malade. Antoine regardait cet enfant avec un mélange d'admiration et d'horreur. Comment une petite fille de 8 ans avait-elle pu survivre seule, s'occuper d'un enfant en bas âge, dans de telles conditions? Et comment son fils s'était-il retrouvé ici? « Élodie, dit-il doucement, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur, « ce petit garçon, je crois que c'est mon fils. Il a disparu il y a 6 mois. Comment est-il arrivé ici ?» La méfiance revint instantanément dans les yeux de la fillette. « Vous mentez. Vous voulez nous séparer. »« Non, je te jure que non, » plaida Antoine. « Regarde. » Il sortit son portefeuille et en extirpa une photo de Théo, prise quelques semaines avant sa disparition. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Élodie examina la photo puis le visage du petit garçon fiévreux. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. C'est vrai qu'il lui ressemble. « Comment est-il arrivé ici, Élodie ? C'est très important. » La fillette hésita, puis parla d'une voix basse. « Une dame l'a laissé chez maman. Elle a dit qu'elle reviendrait le chercher dans quelques jours, mais elle n'est jamais revenue. Maman était déjà malade, alors c'est moi qui me suis occupé de lui. Et puis, maman... » Elle ne termina pas sa phrase. Antoine sentit une rage froide l'envahir. Élise, c'était forcément elle. Elle avait abandonné leur enfant chez des inconnus avant de disparaître. Pour quelle raison? Vengeance? Désespoir? Peu importait à cet instant. Le petit garçon s'agita sur le matelas, gémissant faiblement. Sa peau était brûlante, ses lèvres sèches. Antoine comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. « Élodie, » dit-il avec une douceur dont il ne se serait jamais cru capable, « ton petit frère est très malade. Il a besoin de voir un médecin. Je vais vous emmener tous les deux. »« Non, » s'écria la fillette, « on ne partira pas d'ici, c'est notre maison. »« Je comprends, » répondit Antoine, surpris par sa propre patience. « Mais je te promets que vous ne serez pas séparés. Je veux juste que Théo reçoive des soins, et toi aussi. Vous pourrez rester ensemble. » Élodie le dévisagea longuement, comme si elle tentait de lire la vérité dans ses yeux. Finalement, elle jeta un regard inquiet vers le petit garçon, tremblant.
Il est vraiment très chaud, murmura-t-elle, l'inquiétude prenant le pas sur la méfiance. Laisse-moi vous aider, insista Antoine. Je te promets que tout ira bien. Après un dernier moment d'hésitation, Élodie hocha la tête. Antoine s'approcha du matelas et souleva délicatement son fils. Le contact de ce petit corps brûlant contre le sien fit remonter en lui une vague d'émotions qu'il croyait disparues à jamais. Tendresse, protection, amour inconditionnel, des sentiments enfouis sous des années de cynisme et d'ambition dévorante. « Prends quelques affaires si tu veux, » dit-il à Élodie. « Nous partons tout de suite. » La fillette attrapa un petit sac à dos usé et y fourra quelques vêtements, un livre aux pages cornées et une peluche élimée. Ce bagage de fortune contenait tous ses biens terrestres. Antoine réalisa que sa montre valait probablement plus que tout ce que cet enfant avait jamais possédé. « Je suis prête, » annonça-t-elle, enfilant des baskets trouées. Antoine, portant Théo enveloppé dans une couverture, précéda Élodie dans l'escalier. À cet instant précis, il sut que sa vie venait de basculer irrémédiablement. Lui qui était venu pour expulser des locataires insolvables repartait avec 2 enfants, son fils retrouvé et une petite fille qu'il avait maintenue en vie. Le destin avait parfois un sens de l'ironie cruelle et magnifique. La Mercedes noire. D'Antoine filait sur les routes sinueuses, menant aux hauteurs de Fourvière. Le petit Théo, toujours inconscient, reposait sur la banquette arrière, sa tête posée sur les genoux d'Élodie. La fillette regardait défiler le paysage urbain avec des yeux émerveillés et inquiets à la fois. Lyon se dévoilait sous un nouveau jour pour elle, qui n'avait jamais quitté son quartier de la Croix-Rousse. « C'est votre voiture » demanda-t-elle timidement, rompant le silence pesant qui s'était installé. « Oui » répondit simplement Antoine. « Les yeux rivés sur la route. Elle est belle, murmura Élodie. Puis, après une hésitation, « Vous êtes riche alors ?» Antoine jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Le contraste était saisissant entre cet enfant aux vêtements usés et l'intérieur luxueux de sa berline allemande. « J'ai de l'argent ?»« Oui, concéda-t-il. Je possède une entreprise immobilière. »« C'est vous qui nous envoyez les papiers pour payer ?» demanda-t-elle, la compréhension se lisant sur son visage. Maman disait toujours qu'elle devait trouver l'argent pour le propriétaire, sinon on serait mis dehors. Ces mots frappèrent Antoine comme une gifle. Il était ce propriétaire sans visage, cette menace constante qui planait au-dessus de familles comme celle d'Élodie. Un sentiment inconfortable s'insinua en lui. « Je possède beaucoup d'immeubles, » dit-il évasivement. « Mais ne t'inquiète, pas pour ça maintenant. » Ils arrivèrent devant un imposant portail en fer forgé qui s'ouvrit automatiquement à leur approche. Une allée bordée de platanes centenaires menait à une demeure majestueuse de style Renaissance, témoignage ostentatoire de la réussite d'Antoine. Le jardin impeccablement entretenu s'étendait sur près d'1 hectare, offrant une vue imprenable sur la ville et ses 2 fleuves. Élodie écarquilla les yeux. « C'est un château ?» demanda-t-elle avec l'innocence de ses 8 ans. « C'est ma maison », corrigea Antoine, gêné pour la première fois par l'opulence de sa demeure. Il se gara devant l'entrée principale et coupa le moteur. « Attends ici », dit-il à Élodie avant de sortir rapidement pour faire le tour de la voiture et ouvrir la portière arrière. Avec une infinie précaution, il prit Théo dans ses bras. L'enfant gémit faiblement, sa respiration rapide et peu profonde. « Viens », dit-il à Élodie qui le suivait comme son ombre, cramponnée à son petit sac à dos. Ils furent accueillis par Gisèle Moreau, la gouvernante qui gérait la maison d'Antoine depuis plus de 15 ans. Son visage habituellement impassible se décomposa à la vue de son patron, portant un enfant malade, suivi d'une fillette aux vêtements élimés. « Monsieur Mercier ?» s'exclama-t-elle stupéfaite. « Gisèle, appelez immédiatement le docteur Laurent. Dites-lui que c'est une urgence, qu'il s'agit de Théo et qu'il doit venir sur le champ. »« Théo ?» répéta la gouvernante, incrédule, s'approchant pour mieux voir le visage de l'enfant. « Mon Dieu, c'est vraiment lui ?»« Ouais, c'est mon fils, » confirma Antoine, la voix étranglée par l'émotion. « Il est très malade, appelez le médecin, vite !» Tandis que Gisèle se précipitait vers le téléphone, Antoine monta l'escalier monumental menant à l'étage. Élodie le suivait silencieusement, impressionnée par le luxe qui l'entourait. Ils entrèrent dans une chambre d'enfant restée intacte depuis la disparition de Théo. Les jouets étaient toujours là,
attendant patiemment le retour de leur propriétaire. Des peluches, des livres d'images, un mobile musical suspendu au-dessus du lit. Antoine déposa délicatement son fils sur le lit et lui retira ses vêtements sales pour ne lui laisser que son sous-vêtement. Sa peau était marbrée, brûlante. Il prit une serviette dans la salle de bain attenante, l'humidifia d'eau fraîche et la posa sur le front de l'enfant. « Il va guérir ?» demanda Élodie, la voix tremblante. Debout, au pied du lit, elle semblait perdue dans cet univers étranger. Antoine se tourna vers elle, remarquant pour la première fois à quel point elle était maigre. Ses poignets fins dépassaient de son pull trop grand, et ses joues creuses trahissaient des semaines, peut-être des mois de privation. « Oui, il va guérir », affirma-t-il avec une conviction qu'il espérait communicative. « Le médecin va venir. C'est un très bon docteur. » Élodie hocha la tête, mais resta plantée là comme si elle craignait de toucher à quoi que ce soit dans cette chambre immaculée. « Tu dois avoir faim », réalisa soudain Antoine. « Viens, descendons à la cuisine en attendant le médecin. »« Lottie ?» Fillette hésita, jetant un regard inquiet vers Théo. « Je dois rester avec lui. Je lui ai promis de toujours rester avec lui. » Ces mots, prononcés avec une détermination farouche, touchèrent Antoine. Cet enfant avait veillé sur son fils quand lui-même ignorait où il se trouvait. Elle l'avait nourri, soigné, aimé. « D'accord, » céda-t-il. « Je vais demander qu'on nous apporte quelque chose. » Quelques instants plus tard, Gisèle arriva, avec un plateau chargé de nourriture, un bol de soupe aux légumes, des tranches de pain frais, du fromage, des fruits. « Le docteur Laurent sera là dans 20 minutes, » annonça-t-elle. Puis, observant Élodie qui fixait le plateau avec des yeux ronds, « J'ai pensé que la petite aurait faim. »« Merci, Gisèle, » dit Antoine. Puis à Élodie, « Mange, tu en as besoin. » La fillette ne se fit pas prier. Elle s'empara du bol de soupe et commença à manger avec une avidité qui en disait long sur sa faim. Antoine l'observait, partagé entre compassion et curiosité. « Élodie, » dit-il doucement quand elle eut terminé sa soupe, « j'aimerais que tu me racontes comment Théo est arrivé chez vous. » La fillette essuya sa bouche avec sa manche, puis sembla se raviser en voyant la serviette posée à côté de son assiette. Elle s'en saisit maladroitement. « C'était il y a longtemps, » commença-t-elle, « avant que maman ne tombe vraiment malade. Une dame est venue chez nous très tard le soir, elle pleurait, elle tenait le petit dans ses bras. Elle a dit à maman qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle reviendrait le chercher dans quelques jours. Elle a laissé un sac avec des vêtements et un peu d'argent. Cette dame, interrompit Antoine, le cœur battant, comment était-elle? Élodie réfléchit. Elle était jolie, avec des cheveux blonds, longs. Elle sentait bon. Mais elle avait l'air très triste, et elle avait un bleu sur le visage, là. Elle indiqua sa pommette droite. Antoine serra les poings. Élise. C'était bien elle. Mais pourquoi avait-elle abandonné leur fils chez des inconnus? Et ce bleu, Antoine savait qu'il pouvait être violent en paroles, coupant et cruel lorsqu'il était en colère, mais jamais il n'avait levé la main sur elle. Qui lui avait fait ça? Elle n'est jamais revenue? Demanda-t-il, tentant de garder une voix neutre. Non, répondit Élodie. Maman l'a attendue. Elle disait qu'elle comprenait cette dame, que parfois les mamans ont besoin d'aide. Au début, c'est maman qui s'occupait du petit, mais quand elle est devenue trop malade, c'est moi qui ai pris le relais. Et après le départ de ta maman. La voix d'Antoine était douce, évitant délibérément le mot qui ferait mal. Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes, mais elle les retint courageusement. J'ai continué. Je lui donnais à manger, je le lavais, je lui parlais. Il aime. Quand on lui raconte des histoires, et quand il a commencé à être malade, j'ai essayé de le soigner comme maman m'avait appris, avec des tisanes d'herbe. Mais il devenait de plus en plus chaud. Antoine était stupéfait. Cet enfant de 8 ans avait fait preuve d'un courage et d'une maturité que bien des adultes n'auraient pas eu dans une situation similaire. Comment avez-vous survécu? Pour la nourriture, je veux dire. Élodie baissa les yeux. Je sortais chercher. Parfois, les gens du marché me donnaient des fruits un peu abîmés. Parfois, je prenais ce que je trouvais. Et il restait un peu d'argent que la dame avait laissé, mais ça ne suffisait pas pour payer le loyer. Antoine comprit qu'elle avait volé pour nourrir son fils. Cette idée, au lieu de le choquer, lui inspira une étrange reconnaissance. Combien d'adultes auraient abandonné dans de telles circonstances? Combien se seraient simplement sauvés, laissant un bébé malade à son sort? Leurs réflexions furent interrompues par l'arrivée du docteur Laurent, un homme d'une 60aine d'années,
au visage avenant et aux gestes précis. Son expression passa de la surprise à l'inquiétude lorsqu'il découvrit l'état de Théo. Pneumonie, probablement, diagnostiqua-t-il après un examen minutieux. Sa température est très élevée et ses poumons sont encombrés. Il est déshydraté, aussi. Depuis combien de temps est-il dans cet état? 3 jours, répondit Élodie, qui n'avait pas quitté le chevet du petit garçon. Au début, c'était juste un peu de fièvre, mais ensuite, le médecin lui jeta un regard interrogateur, puis se tourna vers Antoine. « C'est une longue histoire, docteur, » dit ce dernier. « L'important maintenant, c'est de le soigner. »« Il faut l'hospitaliser, » déclara le docteur Laurent. « Son état nécessite des soins que je ne peux pas lui prodiguer ici. »« Non !» s'écria Élodie, s'accrochant au bras du lit. « On ne peut pas le laisser partir tout seul. » Antoine s'approcha d'elle et, avec une douceur qui le surprit lui-même, posa une main sur son épaule. « Élodie, l'hôpital est le meilleur endroit pour soigner Théo. Il y recevra tous les médicaments dont il a besoin. »« Mais il aura peur ?»« Sans moi, » insista-t-elle, des larmes roulant maintenant librement sur ses joues. « Je lui ai promis de rester avec lui. » Antoine échangea un regard avec le médecin, qui hocha imperceptiblement la tête. « Tu pourras venir avec nous à l'hôpital, » décida Antoine. « Tu pourras le voir autant que possible. » Cette promesse sembla apaiser la fillette, qui s'écarta légèrement pour permettre au médecin de préparer Théo pour le transport. Tandis que le docteur Laurent administrait un médicament pour faire baisser la fièvre, Antoine se pencha vers son fils et murmura à son oreille « Tiens bon, mon petit, papa est là maintenant. Papa est là et ne te quittera plus jamais. » Il lui sembla voir les paupières de l'enfant frémir légèrement, comme s'il avait entendu et compris ses paroles. Une larme solitaire roula sur la joue d'Antoine, la première depuis de nombreuses années. Dans l'heure qui suivit, ils se retrouvèrent tous à l'hôpital Édouard Herriot, l'un des meilleurs établissements pédiatriques de Lyon. Théo fut immédiatement pris en charge par une équipe médicale, tandis qu'Antoine remplissait des formulaires, revivant le cauchemar des démarches administratives qu'il avait dû effectuer lors de la disparition de son fils 6 mois plus tôt. Élodie, silencieuse, ne quittait pas des yeux la porte derrière laquelle on avait emmené Théo. Assise sur une chaise trop grande pour elle dans le couloir aseptisé, elle semblait soudain minuscule et vulnérable. Antoine réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire d'elle. Légalement, il n'avait aucun droit sur cet enfant. Les services sociaux devraient être informés. Elle serait probablement placée en foyer ou en famille d'accueil. Cette pensée lui causa un malaise inattendu. Cette petite fille avait sauvé son fils. Sans elle, Théo serait probablement... Il ne pouvait même pas envisager cette possibilité. Il lui devait tellement. Une infirmière vint les informer que Théo avait été installé dans une chambre et qu'ils pouvaient le voir. Il était sous antibiotiques intraveineux et son état, bien que sérieux, n'était pas critique. Antoine sentit un poids immense se soulever de sa poitrine. La chambre était petite mais lumineuse. Théo, minuscule dans le lit d'hôpital, était relié à plusieurs machines qui bipaient doucement. Sa respiration semblait déjà moins laborieuse. Élodie s'approcha immédiatement du lit et prit la petite main de Théo dans la sienne. « Je suis là, » murmura-t-elle. « Je t'avais promis que je resterais avec toi, tu te souviens ?» Antoine, immobile sur le seuil de la chambre, observait cette scène avec un mélange d'émotions qu'il peinait à définir. Reconnaissance, culpabilité, tendresse, admiration, tout se bousculait en lui. Comment une enfant qui avait perdu sa mère, qui vivait dans la misère la plus totale, pouvait-elle faire preuve d'une telle force, d'une telle capacité d'amour? Il s'avança finalement et prit place de l'autre côté du lit. Père et sauveuse, réunis autour de cet enfant qui les liait désormais par un fil invisible, mais indestructible. « Il va s'en sortir, » dit Antoine, autant pour rassurer Élodie que pour se convaincre lui-même. Et ensuite, il s'interrompit, réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passerait ensuite. Sa vie, si méticuleusement organisée jusqu'à présent, venait d'être bouleversée en quelques heures. Rien ne serait plus jamais comme avant. Il le savait avec une certitude absolue. « Ensuite, on restera ensemble ?» demanda Élodie d'une petite voix pleine d'espoir et de crainte mêlée. Antoine la regarda longuement. Cet enfant qui avait tout perdu et qui, pourtant, avait tout donné. Qui s'était sacrifié pour un petit garçon qu'elle considérait comme son frère,
qui avait fait preuve de plus d'humanité que lui n'en avait jamais montré dans toute sa vie d'adulte. « Oui, » répondit-il finalement, surpris par sa propre décision, mais sachant au fond de lui qu'elle était juste. « Ah oui, Élodie, nous resterons ensemble. » Le sourire qui illumina alors le visage fatigué de la fillette valait tous les trésors du monde. Pour la première fois depuis des années, Antoine Mercier sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, étouffé sous le poids de l'ambition et de la réussite matérielle. Son cœur. Les 3 jours qui suivirent furent les plus longs de la vie d'Antoine. Il ne quitta pratiquement pas l'hôpital, dormant sur le fauteuil inconfortable de la chambre de Théo, se lavant rapidement dans la petite salle de bain attenante et se nourrissant de sandwichs de la cafétéria. Élodie, quant à elle, refusait catégoriquement de s'éloigner du petit garçon. Elle dormait recroquevillée au pied de son lit, malgré les protestations du personnel soignant. Le matin du 4e jour, Antoine fut réveillé par un rire. Un son cristallin léger qui semblait irréel dans l'atmosphère médicalisée de la chambre d'hôpital. Il ouvrit les yeux, désorienté, et découvrit une scène qui lui coupa le souffle. Théo, assis dans son lit, jouait avec une peluche qu'Élodie faisait danser devant lui. Le petit garçon riait aux éclats, ses yeux bleus pétillant de joie, tandis que la fillette imitait différentes voix pour donner vie au jouet. La fièvre était tombée. Les antibiotiques avaient fait effet, et le teint de Théo avait retrouvé des couleurs. Il était encore faible, certes, mais l'amélioration était spectaculaire. « Il est réveillé depuis longtemps ?» demanda Antoine en s'approchant du lit. Élodie leva les yeux vers lui. Depuis 1 heure, l'infirmière est déjà venue le voir. Elle a dit qu'il allait beaucoup mieux. Antoine s'assit sur le bord du lit et caressa doucement les cheveux de son fils. L'enfant le regarda avec curiosité mais sans peur. Reconnaissait-il son père après ces mois de séparation? Antoine n'en était pas certain, mais il était déterminé à reconstruire ce lien jour après jour avec une patience dont il ne se serait jamais cru capable. « Bonjour Théo », dit-il doucement. « Tu te sens mieux aujourd'hui ?» Le petit garçon hocha la tête, puis tendit les bras vers Élodie, réclamant la peluche qu'elle tenait. La fillette la lui donna avec un sourire tendre. « Il adore les animaux », expliqua-t-elle à Antoine. « À la maison, je lui dessinais des chats et des chiens sur des bouts de papier. Ça le faisait toujours rire. » Antoine fut touché par cette révélation. Il réalisait à quel point il connaissait peu son propre fils. Lorsque Théo vivait avec lui et Élise, il était trop occupé par ses affaires pour passer du temps avec l'enfant. C'était toujours la nounou qui s'en occupait, ou Élise quand elle n'était pas prise par ses propres activités. Antoine se promit silencieusement que les choses seraient différentes désormais. Le docteur Fournier, pédiatre en charge du cas de Théo, entra dans la chambre, un dossier à la main. « Bonjour à tous », dit-il avec un sourire. « Je vois que notre petit patient va beaucoup mieux. » Il examina Théo, écoutant ses poumons, vérifiant ses réflexes, contrôlant sa température. Satisfait, il se tourna vers Antoine. « La pneumonie régresse bien. Si tout continue ainsi, vous pourrez le ramener chez vous dès demain. » « C'est une excellente nouvelle, » dit Antoine, soulagé. Le médecin hésita un instant, puis ajouta « J'ai également reçu la visite des services sociaux ce matin. Ils souhaitent vous rencontrer au sujet de la petite fille. » Antoine sentit son cœur se serrer. Il savait que ce moment viendrait, mais l'avait repoussé mentalement, préférant se concentrer sur la guérison de Théo. Élodie, qui jouait toujours avec le petit garçon, n'avait apparemment pas entendu cette partie de la conversation. « Quand » demanda-t-il simplement. « Dans 1 heure. Ils vous attendent dans mon bureau. » Après le départ du médecin, Antoine s'approcha d'Élodie. Comment lui expliquer la situation? Comment lui dire que des étrangers allaient décider de son sort, qu'elle pourrait être placée loin de Théo, loin de lui? « Élodie, » commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, « je dois aller parler à des personnes qui s'occupent des enfants comme toi. » La fillette leva les yeux vers lui, immédiatement sur ses gardes. Des personnes qui s'occupent des enfants, comme l'assistance sociale. Antoine fut surpris par sa perspicacité. « Tu connais l'assistance sociale ?» « Oui, » répondit-elle, son visage se fermant soudainement. « Ils sont déjà venus à la maison avant, quand maman était très malade. Ils voulaient m'emmener, mais maman leur a dit qu'elle allait mieux, qu'elle pouvait s'occuper de moi. Et après, maman a fait attention. Elle m'a dit de ne pas ouvrir la porte aux étrangers, de ne pas faire de bruit quand ils venaient frapper,
Et puis ils ont arrêté de venir. Antoine comprenait mieux maintenant pourquoi personne n'avait découvert la situation tragique de cet enfant après le décès de sa mère. Élodie, instruite par la peur, s'était cachée, avait évité tout contact avec les autorités. « Élodie, dit-il doucement, s'agenouillant pour être à sa hauteur, je vais leur parler. Je vais leur dire que tu as sauvé Théo, que tu es une petite fille extraordinaire. Je vais leur demander si tu peux rester avec nous. » « Vraiment ?» Les yeux d'Élodie s'éclairèrent d'espoir. « Vous leur direz ça ?»« Oui, je te le promets. »« Et s'ils disent bon non ?» La question le prit au dépourvu. Que ferait-il si les services sociaux refusaient? Lui, Antoine Mercier, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, se retrouverait-il impuissant face à la bureaucratie administrative? « Alors je trouverai une solution, affirma-t-il, avec une détermination nouvelle. Je ne les laisserai pas nous séparer. » 1 heure plus tard, Antoine se tenait dans le bureau du docteur Fournier, face à Madame Delacroix, une assistante sociale d'une 50aine d'années, au visage sévère, mais pas dénué de compassion. « Monsieur Mercier, commença-t-elle après les présentations d'usage, la situation est pour le moins inhabituelle. D'après nos informations, l'enfant, Élodie Rousseau, 8 ans, a perdu sa mère il y a environ 3 semaines. Aucun autre membre de la famille n'a été identifié. En temps normal, elle aurait dû être placée dans un foyer d'accueil temporaire en attendant qu'une famille d'accueil soit trouvée. » Antoine hocha la tête, tendu. « Je comprends, mais les circonstances sont exceptionnelles. Cette petite fille a sauvé la vie de mon fils. Sans elle, Théo serait probablement... » Il ne put terminer sa phrase, la gorge serrée par l'émotion. « Je sais, » dit Madame Delacroix avec douceur, « le docteur Fournier m'a expliqué. C'est effectivement remarquable pour une enfant de cet âge. Néanmoins, la loi est claire. Élodie doit être prise en charge par les services appropriés. »« Et si je souhaitais la prendre en charge moi-même ?» demanda Antoine allant droit au but. L'assistante sociale le regarda avec surprise. « Vous voulez dire l'adopter ? Pourquoi pas ?» Le mot était sorti tout seul, mais Antoine réalisa qu'il le pensait sincèrement. Oui, l'adopter, lui offrir un foyer stable, une éducation, tout ce dont elle a besoin. Monsieur Mercier, l'adoption est un processus long et complexe. Il y a des évaluations à faire, des critères à remplir. Et pour être franc, un homme célibataire n'est généralement pas le profil privilégié pour l'adoption d'une fillette. Antoine sentit la colère monter en lui. « Je suis parfaitement capable de m'occuper d'un enfant. J'ai les moyens financiers, une maison spacieuse, et je peux engager du personnel qualifié si nécessaire. »« L'argent n'est pas le seul critère, » rétorqua Madame Delacroix. Il s'agit du bien-être émotionnel de l'enfant. Élodie a subi un traumatisme grave. Elle a besoin de stabilité, de soutien psychologique, d'une structure familiale équilibrée. Et vous croyez qu'elle trouvera tout cela dans un foyer surpeuplé ou chez des inconnus? La voix d'Antoine s'était durcie. Cette petite a créé un lien avec mon fils. Les séparer maintenant serait traumatisant pour les deux. Madame Delacroix soupira. Je comprends votre point de vue, mais je dois suivre les procédures. Pour l'instant, Élodie sera placée temporairement. Non, coupa Antoine. Je ne vous laisserai pas faire ça. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Antoine savait qu'il jouait son va-tout, mais il ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'Élodie avait fait pour son fils. Écoutez, dit-il finalement, s'efforçant de garder son calme. Je vous propose un compromis. Accordez-moi une garde temporaire pendant que les procédures d'adoption suivent leur cours. Vous pourrez faire toutes les évaluations nécessaires, visiter ma maison, interroger mon entourage. Je n'ai rien à cacher. Femme Delacroix réfléchit un moment. Ce n'est pas conventionnel. Rien dans cette situation ne l'est, insista Antoine. Mais pensez à ce qui est le mieux pour Élodie. Lui épargner un nouveau traumatisme, lui permettre de rester auprès de Théo, lui offrir une transition en douceur vers une nouvelle vie. L'assistante sociale tapota pensivement son stylo contre son carnet. Je vais devoir en référer à ma hiérarchie, mais je pourrais envisager une période de garde provisoire, strictement encadrée, avec des visites régulières de nos services. Antoine sentit un immense soulagement l'envahir. C'était un premier pas, une ouverture. « Merci », dit-il simplement. « Ne me remerciez pas trop vite », avertit Madame Delacroix. « Si j'observe le moindre problème, la moindre négligence, je n'hésiterai pas à placer Élodie ailleurs. » « Est-ce clair ? » ?»« Parfaitement clair », assura Antoine. De retour dans la chambre de Théo,
il trouva Élodie endormie sur le fauteuil, épuisée par ses jours d'angoisse et de veille. Le petit garçon jouait tranquillement avec un puzzle que l'infirmière lui avait apporté. En voyant son père entrer, il leva les yeux et sourit timidement. Ce sourire si simple, si spontané bouleversa Antoine. C'était comme si son fils le reconnaissait enfin, comme si un lien invisible commençait à se retisser entre eux. Il s'assit au bord du lit et aida Théo à placer les dernières pièces du puzzle. L'enfant gazouilla de plaisir quand l'image fut complète. Un petit chien jouant dans un jardin. « Tu aimes les chiens ?» demanda doucement Antoine. Théo hocha vigoureusement la tête. « Oui, chien ! Ouf !» Antoine rit, ému d'entendre la voix de son fils. Il était si concentré sur ce moment précieux qu'il ne remarqua pas immédiatement qu'Élodie s'était réveillée et les observait. « Il parle mieux maintenant », dit-elle en s'approchant. Avant, il disait juste quelques mots. Antoine, lui, « Souris. Élodie, j'ai parlé avec la dame de l'assistance sociale. Elle va faire des démarches pour que tu puisses rester avec nous, au moins pour l'instant. » Le visage de la fillette s'illumina. « C'est vrai? Je ne vais pas aller dans un foyer? » « Non, pas pour le moment. Tu vas venir habiter chez moi avec Théo. Si tout se passe bien et si tu es d'accord, je pourrais même devenir ton tuteur légal. » Il n'avait pas osé prononcer le mot « père ». C'était trop tôt, trop présomptueux peut-être. Élodie avait perdu sa mère récemment. Elle n'était probablement pas prête à considérer un étranger comme un parent. Mais la réaction de la fillette le surprit. Elle se jeta dans ses bras, l'étreignant avec force. « Merci, monsieur Mercier. Merci. » Maladroitement, Antoine lui rendit son étreinte. Ce contact physique, cette démonstration d'affection spontanée, était quelque chose de nouveau pour lui. Dans son monde d'homme d'affaires, les émotions étaient considérées comme une faiblesse, et les manifestations physiques de tendresse étaient rares, voire inexistantes. « Tu peux m'appeler Antoine », dit-il doucement, caressant les cheveux, emmêlés de la petite fille. Théo, ne voulant pas être exclu de ce moment, tendit les bras vers eux en babillant joyeusement. Antoine l'inclut dans leur étreinte, formant un cercle improbable mais parfait. Un homme d'affaires impitoyable, une orpheline courageuse et un petit garçon rescapé. Une famille improvisée, née des circonstances les plus inattendues. Le lendemain, comme prévu, Théo put quitter l'hôpital. Antoine avait tout préparé pour son retour à la maison. Il avait demandé à Gisèle de préparer une chambre pour Élodie juste à côté de celle de Théo. Il avait également fait livrer des vêtements neufs pour la fillette, devinant approximativement sa taille. Lorsqu'ils franchirent le seuil de la grande demeure de Fourvière, Élodie semblait à la fois émerveillée et intimidée. Théo, dans les bras de son père, regardait autour de lui avec curiosité, comme s'il redécouvrait un lieu oublié. « Viens, » dit Antoine à Élodie, « je vais te montrer ta chambre. » Ils montèrent l'escalier monumental et traversèrent un long couloir, aux murs ornés de tableaux anciens. Antoine ouvrit une porte et s'effaça pour laisser entrer la fillette. La pièce était spacieuse et lumineuse, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Les murs avaient été peints en jaune pâle, une couleur douce et chaleureuse. Un lit à baldaquin trônait au centre, couvert d'une couette moelleuse et de nombreux coussins. Une étagère remplie de livres occupait un pan de mur entier, et un bureau en bois clair était installé près de la fenêtre. Dans un coin, un coffre à jouets débordait de peluches et de jeux neufs. Élodie resta figée sur le seuil, les yeux écarquillés. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Oui, » confirma Antoine. « J'espère que ça te plaît. Si tu préfères d'autres couleurs ou d'autres meubles, nous pourrons changer. » La fillette fit quelques pas hésitants dans la pièce, touchant du bout des doigts le couvre-lit soyeux, comme si elle craignait de le salir. Puis elle se tourna vers Antoine, les yeux brillants. « C'est la plus belle chambre du monde », déclara-t-elle solennellement. Antoine sourit, ému par sa réaction. « Il y a aussi des vêtements neufs dans l'armoire. Gisèle t'aidera à voir si tout est à ta taille. » Élodie hocha la tête, toujours sous le choc de ce changement radical de vie. D'un minuscule appartement insalubre à cette demeure luxueuse, d'une existence de misère et de peur à cette promesse de sécurité et de confort, le contraste était vertigineux. « Et Théo ?» demanda-t-elle soudain, comme si elle se rappelait sa responsabilité envers le petit garçon. « Sa chambre est juste à côté, » la rassura Antoine. « Tu pourras le voir quand tu voudras. » Cette promesse sembla apaiser Élodie, qui se dirigea timidement vers l'étagère de livres.
Elle en caressa les dos colorés avec révérence. « Tu aimes lire ?» demanda Antoine, surpris. « Oui, » répondit-elle simplement. « Maman m'avait appris avant de partir. Je n'avais pas beaucoup de livres, mais j'aimais ceux que j'avais. » Antoine fut frappé par cette révélation. Malgré sa situation précaire, malgré la maladie qui la rongeait, la mère d'Élodie avait pris le temps d'enseigner la lecture à sa fille. Ce simple fait en disait long sur l'amour qu'elle lui portait. « Tu pourras lire tout ce que tu veux, dit-il, et si tu en veux d'autres, nous irons en acheter. » Le sourire d'Élodie illumina son visage fatigué. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Antoine vit en elle l'enfant qu'elle était réellement, pas la petite adulte forcée de grandir trop vite par les circonstances, mais une petite fille de 8 ans, avec des rêves et des envies simples. Les jours suivants furent consacrés à l'adaptation de ce trio improbable à leur nouvelle vie commune. Antoine avait pris un congé exceptionnel, déléguant temporairement la gestion de son entreprise à ses collaborateurs les plus proches. Il voulait être présent pour Théo et Élodie, les aider à s'installer, à se sentir chez eux. Élodie, malgré son jeune âge, montrait une maturité surprenante. Elle aidait à s'occuper de Théo, lui racontant des histoires, jouant avec lui, le réconfortant quand il était triste. Antoine l'observait souvent, admiratif de sa patience et de sa gentillesse. Un soir, alors qu'il venait border Théo pour la nuit, il surprit une conversation entre les deux enfants. « Tu te souviens ?»« De la dame ?» demandait Élodie doucement, assise au bord du lit du petit garçon. Théo hocha la tête, son pouce dans la bouche. « Elle était gentille avec toi ?» Le petit garçon hésita, puis secoua la tête. « Pas gentille, crie. » Antoine se figea dans l'embrasure de la porte, le cœur serré. Élise criait sur leur fils. L'image qu'il avait conservée de son ex-compagne, capricieuse et égocentrique certes, mais pas cruelle, se fissurait douloureusement. « Maintenant, c'est fini, » rassura Élodie en caressant les cheveux de Théo. « Ton papa est gentil et moi je serai toujours là pour te protéger. »« Promis ?» demanda Théo d'une petite voix. « Promis » affirma solennellement Élodie. Antoine s'éloigna silencieusement, bouleversé par ce qu'il venait d'entendre. Il n'avait jamais vraiment compris pourquoi Élise avait abandonné leur fils. Avait-elle subi des pressions? Était-elle impliquée dans quelque chose de dangereux? Et ce bleu sur son visage qu'Élodie avait mentionné, qui l'avait frappé? Cesse. Question tournait dans son esprit alors qu'il descendait vers son bureau. Il s'était résigné à la disparition de son fils, avait même commencé à faire son deuil. Mais maintenant qu'il l'avait retrouvé, les zones d'ombre de cette histoire le hantaient. Il devait comprendre, pour protéger Théo, pour assurer son avenir et maintenant aussi celui d'Élodie. Les semaines passèrent, rythmées par une routine nouvelle pour les habitants de la demeure de Fourvière. Antoine avait réorganisé son emploi du temps professionnel, déléguant davantage de responsabilités à ses collaborateurs pour être plus présent auprès des enfants. Il quittait son bureau plus tôt, travaillait parfois depuis la maison et avait même, pour la première fois de sa carrière, refusé plusieurs voyages d'affaires à l'étranger. Ce matin-là, il prenait son petit déjeuner en compagnie d'Élodie et de Théo dans la véranda ensoleillée qui donnait sur le jardin. Le petit garçon, désormais complètement remis de sa pneumonie, barbouillait joyeusement son visage de confiture sous le regard amusé de Gisèle, qui tentait de le maintenir relativement propre. « Tu as bien dormi ?» demanda Antoine à Élodie, qui sirotait son chocolat chaud avec une application studieuse. La fillette hocha la tête. « J'ai rêvé de l'école, » dit-elle timidement. Antoine reposa sa tasse de café. Le sujet de la scolarisation d'Élodie revenait régulièrement dans leur conversation. Lors de sa dernière visite, Madame Delacroix avait insisté sur l'importance de l'intégrer rapidement dans un établissement scolaire. Mais Antoine hésitait. L'assistante sociale suggérait l'école publique du quartier, alors qu'il penchait plutôt pour l'institution des Chartreux, un établissement privé prestigieux où les enfants de la haute société lyonnaise étaient traditionnellement éduqués. « Tu aimerais retourner à l'école ?» demanda-t-il prudemment. Élodie hésita. « Oui, mais j'ai peur que les autres enfants se moquent de moi. Avant, dans mon ancienne école, ils disaient que j'étais bizarre parce que je n'avais pas les mêmes vêtements qu'eux ou parce que je n'avais pas d'argent pour les sorties. » Cette confidence serra le cœur d'Antoine. Depuis qu'Élodie vivait avec eux, il avait découvert une enfant exceptionnellement intelligente et sensible. Sa maturité forgée dans l'adversité
s'accompagnait d'une compréhension du monde bien au-delà de son âge. Mais elle restait une petite fille, vulnérable aux cruautés enfantines. « Tu sais, dit-il en choisissant soigneusement ses mots, dans la nouvelle école où tu pourrais aller, personne ne se moquera de toi pour ces raisons. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais il pourrait se moquer pour d'autres raisons, compléta Élodie avec une perspicacité qui ne cessait de le surprendre. Parce que je ne parle pas comme eux, ou parce que je ne connais pas les mêmes choses. Exactement, acquiesça Antoine. Les enfants peuvent être cruels envers ceux qui sont différents. Mais tu es intelligente, Élodie. Bien plus que la plupart des enfants de ton âge. Tu t'adapteras vite. La fillette sourit faiblement, pas totalement convaincue. Et Théo, qui s'occupera de lui pendant que je serai à l'école? Gisèle sera là, répondit Antoine, et nous pourrions peut-être engager une nounou spécialement pour lui. Élodie fronça les sourcils, visiblement contrariée par cette idée. Une nounou? Comme la dame qui criait sur lui? Antoine fut surpris par cette remarque. Que veux-tu dire? Théo m'a dit que la dame qui s'occupait de lui avant criait beaucoup et le laissait pleurer dans son lit. Antoine sentit une colère froide l'envahir. Il avait engagé une nounou très recommandée pour s'occuper de Théo lorsqu'il vivait encore avec Élise. Cette femme, Madame Bertrand, avait d'excellentes références et semblait parfaitement compétente. L'idée qu'elle ait pu maltraiter son fils, même verbalement, lui était insupportable. « Je te promets que si nous engageons quelqu'un, ce sera une personne très gentille, » assura-t-il à Élodie. « Et je serai là pour vérifier que tout se passe bien. » La fillette sembla se détendre un peu. « D'accord, mais je veux quand même être avec lui quand je reviens de l'école. »« Bien sûr, » sourit Antoine, touché par son dévouement envers Théo. Après le petit déjeuner, tandis que les enfants jouaient dans le jardin sous la surveillance de Gisèle, Antoine s'enferma dans son bureau pour passer quelques appels. Le premier fut pour l'institution des Chartreux, où il obtint un rendez-vous pour Élodie dès la semaine suivante. Le second fut pour un détective privé qu'il avait déjà employé lors de la disparition de Théo. « Monsieur Mercier, » répondit la voix grave de Laurent Vidal à l'autre bout du fil. « Cela fait longtemps. J'ai appris pour votre fils. Félicitations. » Pour cette heureuse nouvelle. « Merci, Vidal, mais l'affaire n'est pas close pour autant. J'aurai besoin de vos services à nouveau. Je vous écoute. » Antoine lui expliqua la situation. L'abandon de Théo chez la mère d'Élodie. Les indices sur le comportement d'Élise, les marques de violence qu'elle portait. « Je veux savoir ce qui s'est passé. Où est Élise maintenant? Et pourquoi elle a abandonné notre fils? »« Je m'en occupe, » assura Vidal. « Mais je dois vous prévenir, si votre ex-compagne ne veut pas être retrouvée, la tâche pourrait être complexe. »« Je vous fais confiance, » dit simplement Antoine, « et le budget n'est pas un problème. » Après avoir raccroché, il resta pensif, contemplant par la fenêtre les deux enfants qui jouaient à présent à un jeu de balle. Élodie apprenait patiemment à Théo comment attraper la balle sans la laisser tomber, applaudissant à chacune de ses réussites. Cette vision simple mais profondément touchante lui rappela à quel point sa vie avait changé en quelques semaines. Lui, Antoine Mercier, l'homme d'affaires impitoyable, le requin de l'immobilier qui ne reculait devant rien pour atteindre ses objectifs, se retrouvait transformé en quoi exactement? Un père, un tuteur, un protecteur. Il n'était pas sûr du qualificatif approprié, mais il savait une chose. Pour la première fois depuis très longtemps, il se sentait vivant, pleinement et authentiquement vivant. Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. Gisèle entra un plateau avec du café frais à la main. « Vous semblez préoccupé, monsieur », remarqua-t-elle en déposant le plateau sur le bureau. Antoine soupira. « Je réfléchissais à l'avenir d'Élodie. Je vais l'inscrire au Chartreux. » Gisèle haussa les sourcils. « C'est un excellent établissement, bien sûr, mais n'est-ce pas un peu élitiste pour une enfant qui vient d'un milieu si différent? »« C'est justement pour cela qu'elle doit y aller, » répliqua Antoine. « Elle est brillante, Gisèle. Son potentiel est immense. Elle mérite la meilleure éducation possible. » La gouvernante hocha la tête, peu convaincue. « Et qu'en pense-t-elle? » Elle est inquiète, naturellement. Mais elle s'adaptera, elle est incroyablement résiliente. « Sans doute, » concéda Gisèle. « Mais n'oubliez pas qu'elle reste une petite fille qui a traversé des épreuves terribles. La pression d'une école comme les Chartreux pourrait être difficile à gérer. » Antoine considéra ces paroles. Gisèle avait élevé 3 enfants.
Désormais adulte et bien établi, son expérience maternelle valait probablement d'être écoutée. Que suggérez-vous alors? Peut-être commencer par quelque chose de plus progressif? Des cours particuliers ici à la maison pour évaluer son niveau et la remettre à niveau si nécessaire? Puis une intégration dans une école moins intimidante que les Chartreux? Antoine réfléchit. L'idée avait du sens. Très bien. Pouvez-vous vous renseigner pour trouver un bon précepteur? Quelqu'un de patient et compétent. Je m'en occupe tout de suite, assura Gisèle, visiblement satisfaite d'avoir été entendue. Après son départ, Antoine se plongea dans ses dossiers professionnels, mais son esprit revenait sans cesse vers les enfants, vers cette nouvelle dynamique familiale qui s'installait dans sa maison autrefois si froide et solitaire. L'après-midi, alors qu'il terminait une visioconférence dans son bureau, il entendit des éclats de rire provenant du salon. Intrigué, il quitta son poste de travail pour aller voir ce qui provoquait cette hilarité. Il découvrit Élodie et Théo assis par terre, entourés de feuilles de papier et de crayons de couleur. La fillette dessinait quelque chose qui semblait amuser énormément le petit garçon. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Antoine en s'approchant. Élodie leva les yeux, un sourire illuminant son visage. « Je dessine des chiffres qui font des grimaces. Théo adore ça. » Elle lui montra sa création. Un chiffre 7 avec des yeux, un nez et une bouche immense qui tirait la langue. À côté, un 4 avait l'air grognon et un 9 semblait danser joyeusement. « C'est comme ça que je lui apprends à compter », expliqua-t-elle fièrement. « Chaque chiffre a une personnalité et ça l'aide à s'en souvenir. » Antoine était impressionné. « C'est une excellente méthode. Tu es très doué pour enseigner. » Élodie rougit sous le compliment. « J'aime les chiffres. Ils sont logiques. Ils ne changent jamais. » Cette remarque attira l'attention d'Antoine. « Tu aimes les mathématiques ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « À l'école, on faisait juste des additions et des soustractions simples. Mais j'aimais bien. » Antoine s'assit à côté d'elle sur le tapis. « Tu sais, Élodie, j'ai discuté avec Gisèle. Nous pensons qu'avant de t'inscrire dans une nouvelle école, il serait peut-être bien que tu prennes quelques cours ici, à la maison, pour voir où tu en es et apprendre des choses nouvelles à ton rythme. Qu'en penses-tu » Le visage de la fillette s'illumina. « Des cours juste pour moi, avec un vrai professeur ?»« Exactement. Quelqu'un qui viendrait ici et t'apprendrait tout ce que tu as envie de savoir. Les maths, le français, l'histoire, les sciences. »« J'aimerais beaucoup, » dit-elle avec enthousiasme. Puis, après une hésitation, « Est-ce que Théo pourra être là aussi ?» Antoine sourit. « Bien sûr, il est encore petit pour des leçons formelles, mais il peut rester avec toi si cela te rassure. » Élodie hocha vigoureusement la tête, soulagée. Antoine comprenait son attachement presque maternel envers Théo. Après tout, elle avait été sa protectrice, son seul rempart contre la solitude et le danger pendant des semaines. Ce lien ne se dissoudrait pas facilement, et peut-être était-ce mieux ainsi. Les jours suivants furent consacrés à la préparation de cette nouvelle phase. Gisèle trouva une préceptrice recommandée par plusieurs familles de la région, Madame Clément, une enseignante à la retraite qui avait passé sa carrière dans les écoles les plus réputées de Lyon. Antoine la rencontra et fut immédiatement conquis par son mélange de rigueur intellectuelle et de gentillesse. Élodie, quant à elle, fut intimidée au premier abord par cette dame à l'allure sévère, mais se détendit rapidement lorsque celle-ci lui parla avec respect et bienveillance. Les premières leçons révélèrent ce qu'Antoine soupçonnait. Déjà, Élodie avait un don pour les mathématiques. Madame Clément fut stupéfaite par sa capacité à comprendre intuitivement des concepts normalement enseignés à des enfants bien plus âgés. « Elle a une forme de pensée mathématique naturelle », expliqua-t-elle à Antoine après une semaine de cours. « Elle voit des schémas, des relations entre les nombres que la plupart des enfants, et même des adultes, ne perçoivent pas. » « Que suggérez-vous pour développer ce talent ?» demanda Antoine, déterminé à offrir à Élodie toutes les chances de s'épanouir intellectuellement. « Pour l'instant, je vais adapter mon programme pour lui proposer des défis à sa mesure. Mais à terme, elle aura besoin d'une éducation spécialisée. Les Chartreux seraient effectivement un bon choix, mais pas avant qu'elle ait rattrapé son retard dans les autres matières et développé plus de confiance en elle socialement. » Antoine acquiesça,
satisfait de cette approche progressive. Et comment se comporte-t-elle pendant les leçons? Elle est incroyablement concentrée et assidue, sourit Madame Clément. Et elle a une patience touchante avec le petit Théo. Elle lui donne des crayons et du papier pour qu'il dessine pendant nos leçons et s'interrompt parfois pour vérifier qu'il va bien. C'est inhabituel pour une enfant de son âge. Elle a dû grandir trop vite, murmura Antoine, plus pour lui-même que pour son interlocutrice. Ce soir-là, après avoir bordé Théo, Antoine trouva Élodie dans sa chambre, penchée sur un cahier d'exercices que Madame Clément lui avait laissé. Il s'arrêta sur le seuil, l'observant silencieusement. Son petit visage était plissé par la concentration, sa langue dépassant légèrement entre ses lèvres, tandis qu'elle résolvait méticuleusement, problème après problème. « Tu ne devrais pas être au lit », demanda-t-il doucement. Élodie sursauta légèrement, puis sourit en le reconnaissant. « Je voulais juste finir cette page. » Antoine s'approcha et jeta un œil au cahier. Il s'agissait d'équations simples, mais clairement au-dessus du niveau, habituel pour une enfant de 8 ans. « Madame Clément t'a demandé de faire tout ça pour demain. »« Non, » admit Élodie, « juste les 5 premiers problèmes. Mais j'aime les résoudre. C'est comme un jeu. » Antoine sourit, attendri. « Tu sais, j'aimais aussi beaucoup les mathématiques quand j'étais petit. » « Vraiment ?» Les yeux d'Élodie s'éclairèrent d'intérêt. « Oui, j'étais plutôt doué même. C'est ce qui m'a aidé plus tard dans les affaires. Comprendre les chiffres, voir les opportunités là où d'autres ne voyaient que des risques. C'est pour ça que vous êtes riche ?» demanda Élodie avec la franchise désarmante de l'enfance. Antoine rit doucement. « En partie, oui, mais la richesse n'est pas tout, tu sais. J'ai passé ma vie à accumuler de l'argent, des propriétés, des objets de valeur, et pourtant je n'ai jamais été vraiment heureux. Et maintenant? La question était simple, directe mais profonde dans ses implications. Antoine réfléchit un moment. Maintenant, je crois que j'apprends ce qu'est le vrai bonheur, grâce à toi et à Théo. Élodie le regarda avec gravité, comme si elle soupçonnait la sincérité de ses paroles. Puis elle hocha la tête, apparemment satisfaite de ce qu'elle avait vu dans ses yeux. « Moi aussi, je suis heureuse ici, » déclara-t-elle. « Même si parfois ma maman me manque. » Antoine s'assit sur le bord du lit. « C'est normal qu'elle te manque. Elle sera toujours dans ton cœur, Élodie. Personne ne peut te l'enlever. » La fillette acquiesça, les yeux brillants de larmes contenues. Elle aurait aimé cette maison. Et vous aussi, je crois. Elle disait toujours qu'il fallait juger les gens sur leurs actes, pas sur leurs mots. Cette sagesse simple mais profonde frappa Antoine. Il se demanda quel genre de femme avait été la mère d'Élodie, quelle force elle avait dû posséder pour élever une enfant aussi extraordinaire dans des conditions si difficiles. « Il est temps de dormir maintenant, » dit-il doucement. « Tu pourras continuer tes exercices demain. » Élodie ferma son cahier à regret et se glissa sous les couvertures. Antoine remonta la couette jusqu'à son menton et, dans un geste qui lui vint naturellement, se pencha pour déposer un baiser sur son front. « Bonne nuit, Élodie. »« Bonne nuit. »« Antoine, » répondit-elle timidement. Il éteignit la lumière et s'apprêtait à sortir quand sa petite voix l'arrêta. « Antoine ? Oui ? Vous croyez que la dame, la maman de Théo, elle pourrait revenir le chercher ?» La question le figea sur place. C'était une préoccupation qu'il partageait, mais n'avait pas osé formuler à voix haute. La possibilité qu'Élise réapparaisse un jour et réclame son fils était réelle. Légalement, elle avait tous les droits sur Théo. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais si elle revient, nous ferons ce qui est le mieux pour Théo, je te le promets. » Et pour moi, la voix d'Élodie était à peine audible dans l'obscurité. Si elle revient, je devrais partir. La vulnérabilité dans cette question brisa le cœur d'Antoine. Il revint vers le lit et s'assit à nouveau, cherchant la petite main d'Élodie dans la pénombre. « Écoute-moi bien, Élodie. Quoi qu'il arrive, tu as ta place ici, avec nous. Je suis en train de faire les démarches pour devenir officiellement ton tuteur et plus tard, si tu le veux, ton père adoptif. Personne ne pourra te séparer de nous si tu ne le souhaites pas. C'est une promesse. » Il sentit la petite main serrer la sienne avec force, comme pour sceller ce pacte. « Merci, » murmura-t-elle. « Bonne nuit, papa. » Ce dernier mot, prononcé avec tant d'hésitation et d'espoir à la fois, résonna dans le cœur d'Antoine comme une mélodie oubliée. Il resta là, immobile, jusqu'à ce que la respiration régulière d'Élodie lui indique qu'elle s'était endormie.
Puis il sortit silencieusement de la chambre, submergé par une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, un mélange de fierté, de tendresse et de détermination féroce à protéger cette nouvelle famille qui se construisait jour après jour sous son toit. Son téléphone vibra dans sa poche alors qu'il descendait l'escalier. C'était un message de Laurent Vidal. « J'ai des informations sur Élise Moreau. Rendez-vous demain 10 heures à mon bureau. » Antoine rangea son téléphone, le cœur soudain lourd. Demain, il en saurait plus sur les circonstances mystérieuses qui avaient conduit à l'abandon de son fils. Demain, peut-être, les ombres qui planaient encore sur leur bonheur naissant commenceraient à se dissiper ou à s'épaissir. Le bureau de Laurent Vidal se trouvait dans une ruelle discrète du vieux Lyon, loin des circuits touristiques. Niché au premier étage d'un immeuble médiéval aux murs épais, l'endroit respirait la confidentialité et la discrétion, qualités essentielles dans le métier de détective privé. Antoine s'y présenta à l'heure dite, après avoir déposé Élodie pour sa leçon avec Madame Clément et confié Théo aux bons soins de Gisèle. Vidal l'accueillit avec une poignée de main ferme. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au visage buriné et au regard pénétrant. Ancien policier reconverti dans l'investigation privée, il avait la réputation d'être méthodique, persévérant et, surtout, incorruptible. Une rareté dans ce milieu. « Asseyez-vous, monsieur Mercier », dit-il en désignant un fauteuil en cuir usé face à son bureau encombré de dossiers. « Café ? Volontiers », répondit Antoine, tendu malgré lui. Vidal servit 2 tasses d'un café noir et puissant, puis s'installa dans son propre fauteuil. « J'ai mené mes recherches concernant Élise Moreau », commença-t-il sans préambule, « et j'ai trouvé des éléments troublants. » Il ouvrit un dossier devant lui et en sortit plusieurs photographies qu'il disposa sur le bureau. Antoine reconnut immédiatement Élise sur la première, grande, blonde, le port altier qu'elle affectionnait, tendre, mais les suivantes montraient une femme différente, cheveux teints en brun, visage amaigri, regard fuyant. Ces clichés ont été pris il y a environ 7 mois, peu avant la disparition de votre fils, expliqua Vidal. Élise Moreau fréquentait qu'alors un certain Victor Delcourt. Il poussa une autre photographie vers Antoine. On y voyait Élise au bras d'un homme élégant d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et au sourire carnassier. Victor Delcourt, poursuivit Vidal, est officiellement un homme d'affaires spécialisé dans l'import-export. Officieusement, il trempe dans des activités moins avouables. Blanchiment d'argent, trafic d'influence, peut-être pire. Rien qu'on puisse prouver, bien sûr, mais sa réputation dans certains milieux n'est pas celle d'un enfant de cœur. Antoine fixait la photographie, une boule se formant dans sa gorge. Élise savait-elle qui il était vraiment? Difficile à dire. Elle l'a rencontré lors d'une soirée de charité à l'Opéra de Lyon, quelques semaines après votre séparation. Selon mes sources, leur relation est devenue rapidement intense. Delcourt est un homme possessif, jaloux et violent. Ce dernier mot résonna douloureusement dans l'esprit d'Antoine. Le bleu sur le visage d'Élise qu'Élodie avait mentionné, était-ce l'œuvre de cet homme? Qu'est-il arrivé ensuite? Demanda-t-il, redoutant la réponse. Vidal soupira, se calant dans son fauteuil. C'est là que les choses deviennent floues. Environ 1 mois avant la disparition de votre fils, Élise a commencé à montrer des signes d'agitation. Elle a retiré des sommes importantes en liquide de son compte bancaire. Elle a pris contact avec un avocat spécialisé dans le droit international. Et elle a fait des recherches sur des pays sans traité d'extradition avec la France. Elle prévoyait de fuir, murmura Antoine, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Tout porte à le croire, confirma Vidal. Mais quelque chose a dû mal tourner. Le jour de la disparition de votre fils, des témoins ont vu Élise dans le parc de la Tête d'Or, comme elle l'a déclaré à la police. Mais contrairement à sa version, elle n'était pas seule. Elle était avec un homme qui correspond à la description de Delcourt. Il semblait se disputer violemment. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Et ensuite, plus rien. Élise déclare la disparition de Théo. La police ouvre une enquête. Vous lancez vos propres recherches. Pendant ce temps, Élise s'évapore dans la nature. Delcourt aussi d'ailleurs. Il a quitté le pays 2 jours après l'incident, officiellement pour un voyage d'affaires en Asie. Et où est Élise maintenant? La question qu'Antoine redoutait le plus. Vidal poussa une dernière photographie vers lui. Elle montrait Élise, méconnaissable avec ses cheveux coupés courts et teints en noir dans l'aéroport de Genève.
Cette photo date d'il y a 3 jours. Elle est revenue en Europe, monsieur Mercier. Et d'après mes informateurs, elle cherche activement votre fils. » Antoine fixa l'image partagée entre la colère et l'incrédulité. Après tout ce temps, après avoir abandonné Théo chez des inconnus, elle osait revenir et le chercher. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il, plus pour lui-même que pour Vidal. « Je l'ignore, » admit le détective. « Mais j'ai une théorie. Delcourt a des ennemis puissants. Il pourrait avoir utilisé votre fils comme une forme d'assurance-vie, un moyen de pression sur Élise pour s'assurer de sa loyauté. Et il l'aurait forcé à abandonner Théo ?» La voix d'Antoine tremblait de rage contenue. « Ou elle l'aurait caché pour le protéger de Delcourt », suggéra Vidal. « Peut-être qu'elle craignait pour sa sécurité, peut-être qu'elle a finalement réussi à s'échapper de l'emprise de cet homme et qu'elle revient maintenant chercher son enfant. » Antoine se leva brusquement, incapable de rester assis plus longtemps. Il fit quelques pas dans le bureau étroit, tentant de maîtriser le tumulte de ses émotions. « Que dois-je faire » demanda-t-il finalement, se tournant vers Vidal. « Pour l'instant, rien », conseilla le détective. « Je vais continuer à la surveiller, à suivre ses mouvements. Si elle tente d'approcher votre fils, nous serons prévenus. Mais je vous suggère de renforcer la sécurité autour de votre domicile, par précaution. » Antoine acquiesça, l'esprit déjà occupé à planifier les mesures à prendre. « Merci, Vidal. Tenez-moi informé du moindre développement. » Sur le chemin du retour, Antoine ne pouvait s'empêcher de ressasser les révélations du détective. L'image d'Élise, autrefois si parfaite dans son esprit malgré leur séparation houleuse, était désormais ternie par ces sombres révélations. Avait-elle délibérément mis leur fils en danger en s'associant à un homme comme Delcourt? Ou était-elle elle-même une victime, contrainte de prendre des décisions désespérées? Et surtout, que ferait-il si elle réapparaissait pour réclamer Théo? Cette dernière question le hantait alors qu'il franchissait le portail de sa propriété. Légalement, Élise avait tous les droits sur leur fils. Antoine pourrait faire valoir l'abandon, certes, mais sans preuve formelle de négligence ou de maltraitance, les tribunaux favoriseraient probablement la mère. Quant à Élodie, le processus d'adoption n'était qu'à ses débuts. Si Élise reprenait Théo, la fillette serait dévastée. Et lui aussi. En rentrant dans la maison, il fut accueilli par les rires des enfants provenant du salon. Il s'y dirigea et découvrit Élodie et Théo en pleine séance de lecture. La fillette, assise sur le canapé, tenait un livre d'images sur ses genoux tandis que Théo, blotti contre elle, écoutait avec attention l'histoire qu'elle lui racontait en pointant les illustrations. Et alors, le petit lapin a trouvé sa maison, lisait Élodie avec expression. Il était si heureux qu'il a fait 3 bonds dans les airs. 1, 2, 3. À chaque nombre, Théo levait ses petites mains en l'air, imitant les bonds du lapin de l'histoire. Son visage rayonnait de joie, et celui d'Élodie reflétait une tendresse qui serra le cœur d'Antoine. « Bonjour vous deux », dit-il doucement pour ne pas les effrayer. « Papa », s'exclama Théo en se précipitant vers lui, les bras tendus. Antoine le souleva et le serra contre lui, savourant la chaleur de ce petit corps confiant. « Papa ». Ce simple mot, prononcé avec tant de naturel par Théo, contenait tout un univers d'amour et de responsabilité. « Comment s'est passée ta leçon » demanda-t-il à Élodie qui les observait avec un sourire. « Très bien » répondit-elle avec enthousiasme. « Madame Clément dit que je pourrais bientôt commencer l'algèbre. »« L'algèbre ? À 8 ans ?» Antoine était impressionné mais pas vraiment surpris. Élodie montrait chaque jour des capacités exceptionnelles. « Elle dit que mon cerveau est comme une éponge », expliqua fièrement la fillette. « Je comprends les maths plus vite que la plupart des enfants de mon âge. »« C'est merveilleux », sourit Antoine. « Et toi, mon bonhomme ?» ajouta-t-il en s'adressant à Théo qu'il tenait toujours dans ses bras. « Tu aimes les histoires que te raconte Élodie ?»« Oui », affirma Théo avec conviction. « Élodie fait des voix drôles pour les animaux. » Cette remarque fit rire Antoine, dissipant momentanément les nuages sombres qui planaient sur son esprit depuis sa rencontre avec Vidal. Ces moments simples de bonheur familial étaient comme une bulle protectrice contre les menaces extérieures. Mais il savait que cette bulle était fragile. Il devait agir, et vite, pour protéger ce qu'il avait de plus précieux. Le soir même, après avoir couché les enfants, il passa plusieurs appels. Le premier fut pour Pascal Durand, le chef de la sécurité de son entreprise, à qui il demanda d'organiser une surveillance discrète mais efficace autour de la propriété. Le second fut pour son avocat, Maître Leblanc,
avec qui il prit rendez-vous dès le lendemain pour discuter de ses options légales concernant la garde de Théo et l'adoption d'Élodie. Le dernier appel fut le plus difficile. Antoine hésita longuement avant de composer le numéro de son frère cadet, Philippe, avec qui il entretenait des relations distantes depuis des années. Philippe, médecin humanitaire, avait toujours désapprouvé les méthodes d'Antoine dans les affaires, son obsession pour l'argent, sa dureté envers ses employés et concurrents. Leurs rares rencontres se terminaient généralement par des disputes amères. Mais Philippe était aussi la seule famille qui restait à Antoine depuis la mort de leurs parents. Et en cas de problème grave, il était probablement la seule personne à qui il pourrait confier les enfants en toute confiance. « Antoine ?» La voix surprise de Philippe résonna à l'autre bout de la ligne. « C'est inattendu. »« Bonjour Philippe » répondit Antoine, mal à l'aise. « Comment vas-tu ?»« Bien. Je suis de retour en France depuis 2 mois, après une mission au Tchad. Et toi, j'ai entendu dire que tu avais retrouvé ton fils. »« Les nouvelles vont vite, » remarqua Antoine un peu surpris. « Lyon est une petite ville pour ce genre de choses, » répondit simplement Philippe. « Je suis heureux pour toi, sincèrement. »« Merci. » Antoine prit une profonde inspiration. « Philippe, j'aurais besoin de te voir. C'est important. » Le silence qui suivit témoignait de l'étonnement de son frère. Antoine Mercier ne demandait jamais d'aide à personne, et surtout pas à son frère qu'il considérait comme un idéaliste naïf. « Bien sûr, » dit finalement Philippe. « Quand ? Demain, si possible. Tu pourrais venir dîner à la maison, j'aimerais aussi te présenter quelqu'un. » « Quelqu'un ?» La curiosité était palpable dans la voix de Philippe. « Une petite fille de 8 ans qui a sauvé la vie de Théo. C'est une longue histoire. Je préfère te la raconter de vive voix. »« D'accord, » accepta Philippe. « Je serai là vers 19h. Ça te convient ?»« Parfait. Merci, Philippe. » Après avoir raccroché, Antoine resta longuement immobile dans son bureau, contemplant le jardin plongé dans l'obscurité. Une légère pluie avait commencé à tomber, tambourinant doucement contre les vitres. Ce bruit régulier avait quelque chose d'apaisant, comme si la nature elle-même tentait de le rassurer. Il repensa à sa vie d'avant, à l'homme qu'il était, impitoyable, focalisé uniquement sur la réussite matérielle, incapable d'empathie, véritable. Comment avait-il pu vivre ainsi pendant si longtemps? Comment avait-il pu croire que le pouvoir et l'argent suffiraient à son bonheur? La réponse, il le savait maintenant, se trouvait dans les 2 petits êtres qui dormaient paisiblement à l'étage. Théo et Élodie lui avaient offert une seconde chance, une opportunité de rédemption qu'il ne méritait peut-être pas, mais qu'il était déterminé à saisir, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, Antoine se rendit au cabinet de Maître Leblanc situé dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu. L'avocat, un homme d'une 60aine d'années à la réputation impeccable, l'accueillit avec la déférence qu'on réservait à l'un des hommes les plus riches de Lyon. « Monsieur, Mercier, c'est toujours un plaisir de vous voir, » dit-il en l'invitant à s'asseoir dans son vaste bureau au mur couvert de bibliothèques. « En quoi puis-je vous être utile aujourd'hui ?» Antoine lui exposa la situation sans détour. La découverte de Théo chez Élodie, l'abandon par Élise, le retour imminent de cette dernière et son désir d'adopter officiellement la fillette, tout en conservant la garde exclusive de son fils. Maître Leblanc l'écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Quand Antoine eut terminé, l'avocat joignit ses mains sous son menton, réfléchissant. « La situation est complexe, dit-il finalement. En ce qui concerne la petite Élodie, l'adoption est en bonne voie grâce à l'accord provisoire des services sociaux. Avec votre situation financière et les rapports positifs de Madame Delacroix, je ne prévois pas d'obstacle majeur, bien que le processus puisse prendre plusieurs mois. »« Et pour Théo ?» demanda Antoine, tendu. Maître Leblanc grimaça légèrement. « C'est plus délicat. Madame Moreau est la mère biologique et, jusqu'à preuve du contraire, elle conserve l'autorité parentale. Le fait qu'elle ait abandonné l'enfant joue en votre faveur, mais sans témoignage formel ou document signé de sa main, il sera difficile de prouver qu'il s'agissait d'un abandon volontaire et non d'une situation de détresse temporaire. »« Elle l'a laissé chez des inconnus, » s'exclama Antoine, frustré. « Je comprends votre colère, tempéra l'avocat, mais un tribunal pourrait considérer qu'elle agissait sous la contrainte ou la peur. Vous avez mentionné une relation abusive avec cet homme, Delcourt. Cela pourrait constituer une circonstance atténuante à ses yeux. » Antoine serra les poings.
L'idée qu'Élise puisse utiliser sa relation avec Delcourt comme excuse pour avoir abandonné leur fils lui semblait révoltante. Mais il savait aussi que Maître Leblanc avait raison. Les tribunaux pourraient voir les choses différemment. « Quelles sont mes options alors ?» demanda-t-il, tentant de garder son calme. « Plusieurs approches sont possibles, » répondit l'avocat. « Nous pouvons entamer une procédure pour déchéance de l'autorité parentale, en nous basant sur l'abandon. C'est risqué, mais pas impossible. Nous pouvons également proposer une médiation si Madame Moreau réapparaît. Un accord à l'amiable sur la garde partagée, par exemple. »« Hors de question, » trancha Antoine. « Je ne laisserai pas mon fils avec une femme qui l'a abandonné une fois et qui pourrait recommencer. »« Je comprends, » acquiesça Maître Leblanc. « Dans ce cas, nous devons nous préparer à une bataille juridique potentiellement longue et difficile. Je vous suggère de commencer à rassembler tous les éléments qui pourraient démontrer votre capacité à offrir un environnement stable et aimant à Théo. Rapports médicaux sur son état lorsque vous l'avez retrouvé. Témoignages de personnes qui ont constaté son bien-être depuis qu'il est avec vous. Évaluation psychologique montrant son attachement à vous et à Élodie. « Je m'en occupe, » assura Antoine. « Et si Élise tente de reprendre Théo avant que nous soyons prêts pour un procès ?» L'avocat le regarda gravement. « Légalement, elle en a le droit, à moins que nous n'obtenions une ordonnance de protection temporaire. Mais pour cela, il nous faudrait des preuves solides qu'elle représente un danger pour l'enfant. » Antoine pensa aux informations fournies par Vidal sur la relation d'Élise avec Delcourt. « Je pourrais avoir ces preuves, » dit-il lentement, « ou du moins des indices sérieux. »« Alors transmettez-les-moi dès que possible, » dit Maître Leblanc. « En attendant, je vous conseille la plus grande prudence. Ne laissez pas votre fils sans surveillance, même pour quelques minutes. Et surtout, évitez toute confrontation directe avec Madame Moreau si elle venait à vous contacter. Tout ce que vous pourriez dire ou faire dans un moment de colère pourrait être retenu contre vous par un tribunal. » Antoine hocha la tête, conscient de la sagesse de ses conseils. En quittant le cabinet, il se sentait à la fois plus préparé et plus inquiet. La menace qui planait sur sa famille nouvellement formée était réelle, et les obstacles juridiques semblaient formidables. Mais il n'était pas homme à reculer devant les défis. Au contraire, toute sa vie professionnelle avait été bâtie sur sa capacité à affronter et surmonter les situations les plus difficiles. Cette fois, cependant, l'enjeu était infiniment plus important que n'importe quel contrat ou projet immobilier. Il s'agissait du bonheur et de la sécurité de 2 enfants qui comptaient sur lui, de sa famille. En rentrant chez lui, il trouva Élodie et Théo dans le jardin, profitant d'une éclaircie entre 2 averses. La fillette apprenait au petit garçon à faire des ricochets sur la surface du petit étang ornant la propriété. Antoine les observa un moment, invisible derrière la baie vitrée du salon. Élodie était d'une patience infinie, montrant encore et encore le geste à Théo, l'encourageant à chaque tentative, célébrant le moindre progrès avec des applaudissements enthousiastes. Le petit garçon, concentré sur sa tâche, tirait la langue sous l'effet de l'effort, déterminé à réussir pour faire plaisir à sa grande sœur de cœur. Cette scène simple mais poignante renforça la résolution d'Antoine. Peu importaient les obstacles légaux, les risques, les sacrifices nécessaires. Il protégerait cette famille qu'il n'avait jamais cherchée, mais qui était devenue, en quelques semaines à peine, le centre de son univers. Le soir venu, alors qu'il se préparait pour la visite de Philippe, Antoine se surprit à être nerveux. Son frère n'avait jamais mis les pieds dans cette maison qu'il considérait probablement comme un symbole de l'ostentation et de la vanité de son aîné. Que penserait-il des changements survenus dans sa vie? Verrait-il la sincérité de sa transformation? Ou n'y percevrait-il qu'un nouveau caprice d'homme riche en quête de rédemption facile? « Antoine !» La petite voix d'Élodie le tira de ses pensées. Elle se tenait sur le seuil de sa chambre, vêtue d'une jolie robe bleue que Gisèle avait achetée pour l'occasion. « Est-ce que je suis bien comme ça pour rencontrer votre frère ?» Antoine sourit, touché par son souci de faire bonne impression. « Tu es parfaite, Élodie. Mon frère va t'adorer. »« Vous croyez ?» demanda-t-elle, incertaine. « Et s'il pense que je ne devrais pas être ici ?» La question révélait une insécurité qu'Antoine n'avait pas soupçonnée chez la fillette. Malgré tous ses efforts pour la mettre à l'aise, elle craignait encore, au fond d'elle-même, de ne pas avoir sa place dans cette maison, dans cette famille. « Élodie !» dit-il doucement en s'agenouillant pour être à sa hauteur.
Personne ne peut décider où tu dois être, à part toi. Et moi, je sais que ta place est ici, avec nous. Mon frère pourra penser ce qu'il veut, cela ne changera rien. » Elle sembla méditer ces paroles, puis hocha la tête, rassurée. « D'accord, alors je vais aider Gisèle à mettre la table. » Antoine la regarda s'éloigner, impressionné une fois de plus par sa maturité et sa sensibilité. Cet enfant avait vécu plus de douleurs et de responsabilités en 8 ans que la plupart des adultes dans toute leur vie. Et pourtant, elle conservait une capacité d'émerveillement, une générosité de cœur qui forçait l'admiration. Il termina de se préparer, enfila une chemise, décontractée plutôt que son habituel costume formel, et descendit rejoindre les enfants. Théo était déjà installé dans son siège surélevé, babillant joyeusement tandis qu'Élodie disposait méticuleusement les couverts sur la table. « Tu es très élégant », remarqua Gisèle en le voyant entrer dans la salle à manger. « Cela fait combien de temps que tu n'as pas vu ton frère ?»« Presque 2 ans, admit Antoine. « À l'enterrement de notre tante Mathilde. »« Et ça s'était bien passé ?» demanda prudemment la gouvernante, qui connaissait la nature tendue des relations entre les frères Mercier. « Disons que nous avons réussi à ne pas nous disputer ouvertement devant le cercueil, » répondit-il, avec une grimace. Un exploit, en somme. Gisèle secoua la tête, désapprobatrice mais affectueuse. « Les querelles de famille sont les plus tristes, Antoine. Peut-être que ce soir sera l'occasion d'un nouveau départ. »« Peut-être, » concéda-t-il, sans trop y croire. La sonnette de l'entrée retentit, annonçant l'arrivée de Philippe. Antoine prit une profonde inspiration, se préparant mentalement à cette rencontre qu'il avait à la fois souhaitée et redoutée. « Allons-y, » murmura-t-il pour lui-même. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Philippe Mercier était l'exact opposé de son frère aîné. Là où Antoine était grand et imposant, Philippe était de taille moyenne et svelte. Là où Antoine cultivait une image soignée et austère, Philippe arborait une barbe de 3 jours et des vêtements décontractés qui semblaient avoir connu bien des aventures. Mais les 2 hommes partageaient les mêmes yeux d'un bleu intense, héritage de leur mère, et une certaine obstination, qui avait souvent été la source de leurs conflits. « Antoine, » dit Philippe en entrant, lui offrant une accolade maladroite mais sincère. « Belle maison, un peu grande pour un homme seul, mais belle. » Antoine sourit malgré lui. Son frère n'avait jamais su s'empêcher de glisser une pique dans chacun de ses compliments. « Merci, et elle n'est plus si vide maintenant. »« J'ai hâte. »« De rencontrer ton fils, » dit Philippe en suivant Antoine vers le salon. « Et cette petite fille dont tu m'as parlé. » Ils trouvèrent Élodie et Théo assis sagement sur le canapé. La fillette avait visiblement donné quelques instructions de dernière minute au petit garçon sur la manière de se comporter avec leur invité. « Philippe, je te présente Théo, mon fils, » dit Antoine avec une fierté évidente. « Et voici Élodie dont je t'ai parlé au téléphone. » Philippe s'accroupit pour être à la hauteur des enfants. « Bonjour vous deux, je suis Philippe, le frère d'Antoine, ce qui fait de moi ton oncle, Théo. » « Once. »« Philippe ?» demanda le petit. Garçon testant ce nouveau concept. « Exactement, » sourit Philippe. Puis, se tournant vers Élodie, « Et toi, jeune demoiselle, j'ai entendu dire que tu étais une héroïne. Que tu as sauvé ce petit bonhomme. » Élodie rougit légèrement. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je me suis juste occupé de lui quand il avait besoin d'aide. »« C'est précisément ce qui fait les héros, » répondit Philippe avec douceur. « S'occuper des autres quand ils en ont besoin. » Antoine observait cet échange avec un mélange de surprise et d'admiration. Son frère avait toujours eu un don avec les enfants, une capacité naturelle à établir un contact authentique avec eux. C'était un des nombreux talents qu'il lui enviait secrètement. Le dîner se déroula dans une atmosphère étonnamment détendue. Philippe raconta des anecdotes sur ses missions humanitaires, adaptant ses récits pour les rendre appropriés aux oreilles enfantines, mais néanmoins captivants. Élodie l'écoutait avec fascination, posant parfois des questions pertinentes qui révélaient son intelligence vive. Théo, quant à lui, était conquis par cet oncle aux 1000 histoires, riant aux éclats chaque fois que Philippe imitait un animal ou une expression étrangère. Antoine se surprit à apprécier cette soirée qu'il avait tant appréhendée. C'était comme si la présence des enfants avait changé la dynamique entre les 2 frères, adoucissant leurs angles, comblant le fossé creusé par des années de désaccords et de jugements mutuels. Après le dessert, Gisèle emmena Théo se coucher, le petit garçon s'étant presque endormi dans son assiette de mousse au chocolat.
Élodie, autorisée à veiller un peu plus tard, rejoignit les adultes au salon pour une tisane avant d'aller elle aussi au lit. « Alors, Élodie, dit Philippe en sirotant son infusion, Antoine m'a dit que tu étais très douée en mathématiques. J'aime bien les chiffres, répondit modestement la fillette. Ils sont fiables. Ils ne changent jamais. Contrairement aux gens, compléta Philippe avec perspicacité. Élodie hocha la tête, surprise qu'ils comprennent si bien. Ma préceptrice dit que je pourrais devenir ingénieur ou scientifique. Je n'en doute pas un instant, sourit Philippe, mais n'oublie pas qu'il y a aussi beaucoup de beauté dans ce qui change, dans ce qui est imprévisible. C'est ce qui rend la vie si fascinante. La fillette sembla réfléchir à ces paroles. Comme Théo, dit-elle finalement, il change tout le temps. Chaque jour, il apprend des nouveaux mots. Il fait des choses qu'il ne savait pas faire avant. C'est beau à voir. Antoine sentit son cœur se serrer à cette observation. Il n'avait jamais pensé à l'évolution de son fils en ces termes, comme un processus merveilleux à observer au quotidien. Et il avait manqué tant de ces moments précieux, trop absorbé par sa carrière, ses ambitions. « Il est temps d'aller dormir, jeune mathématicienne, » dit-il doucement à Élodie. « Tu as école demain. » C'était son premier jour à l'institution des Chartreux. Après 3 mois de cours particuliers avec Madame Clément, Élodie avait atteint un niveau qui lui permettait d'intégrer une classe de CM1, malgré son jeune âge. Antoine avait finalement opté pour cette école prestigieuse, convaincu qu'elle saurait valoriser les talents exceptionnels de la fillette. Élodie se leva et, après avoir souhaité bonne nuit à Philippe, elle monta dans sa chambre, laissant les 2 frères seuls. « Elle est remarquable, » dit Philippe dès qu'elle fut hors de portée de voix. « Vraiment remarquable. »« Je sais, » répondit simplement Antoine. « Et tu veux l'adopter ? Le processus est en cours. Les services sociaux sont favorables, mais la procédure prend du temps. » Philippe observa son frère avec un mélange de curiosité et d'étonnement. « Tu as changé, Antoine. » « Est-ce si surprenant ?» demanda ce dernier sur la défensive. « Honnêtement, oui. » Philippe se servit un verre de cognac sur la table basse. Le Antoine que je connais, ou plutôt que je connaissais, n'aurait jamais envisagé d'accueillir une enfant défavorisée sous son toit, encore moins de l'adopter. Il aurait peut-être fait un don généreux à une association, par souci d'image ou pour alléger sa conscience, mais pas ça. Antoine ne pouvait pas nier la justesse de cette observation. Les gens changent, Philippe. Certains, oui, concéda son frère. Quand quelque chose de suffisamment puissant les y pousse, qu'est-ce qui t'a changé, Antoine? Vraiment? Antoine hésita. Comment expliquer cette transformation qu'il comprenait à peine lui-même? Comment mettre des mots sur ce bouleversement intérieur provoqué par la rencontre avec Élodie et les retrouvailles avec son fils? Le jour où j'ai trouvé Théo et Élodie, commença-t-il lentement, j'étais venu pour expulser des locataires qui ne payaient pas leur loyer. J'étais furieux, déterminé à faire un exemple. Et puis, j'ai vu cette petite fille, debout, au milieu de cet appartement misérable, protégeant de son corps ce petit être qui s'est avéré être mon fils. Elle n'avait rien, pas de parents, pas d'argent, à peine de quoi manger. Et pourtant, elle avait tout donné pour sauver un enfant qui n'était même pas le sien. Il s'interrompit, submergé par l'émotion au souvenir de cette scène. À cet instant précis, j'ai compris que toute ma vie n'était qu'une succession de mauvais choix. Que j'avais passé des décennies à accumuler des richesses, du pouvoir, des possessions, sans jamais connaître la seule chose qui compte vraiment, l'amour désintéressé. Cet enfant m'a appris en quelques minutes ce que je n'avais pas compris en 52 ans d'existence. Philippe contemplait son frère, stupéfait par cette confession inattendue. « Je ne t'ai jamais entendu parler ainsi. Je n'ai jamais eu de raison de le faire, » admit Antoine. « Mais maintenant j'ai besoin de ton aide, Philippe. C'est pour cela que je t'ai appelé. » « Mon aide ?» Philippe semblait perplexe. « En quoi puis-je t'aider? Tu as plus d'argent, plus d'influence, plus de ressources que moi. » « Il ne s'agit pas d'argent ou d'influence, » répondit gravement Antoine. « Il s'agit de famille. Élise est de retour, Philippe. Elle cherche Théo. » Il expliqua alors à son frère tout ce que Vidal lui avait rapporté. La relation d'Élise, avec Delcourt, sa fuite, son retour récent en Europe. « Tu penses qu'elle va essayer de reprendre Théo ?» demanda Philippe, soucieux. « J'en suis presque certain. Et légalement, elle a toutes les chances de l'obtenir, à moins que je ne puisse prouver qu'elle représente un danger pour lui. » Philippe soupira.
passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Et en quoi puis-je t'aider dans cette situation ?»« Si les choses tournent mal, » dit Antoine, choisissant soigneusement ses mots. « Si Élise obtient la garde de Théo, ou si des complications surviennent, j'aurai besoin que quelqu'un veille sur Élodie. Quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui comprendrait l'importance de la protéger, de lui offrir une vie stable et aimante. » Philippe fixa son frère abasourdi. « Tu me demandes d'être son tuteur si tu... Quoi? Si tu vas en prison? Si tu fuis le pays avec les enfants? Qu'est-ce que tu prévois de faire exactement? »« Antoine, je ne prévois rien de tel, » assura Antoine, bien que son ton manquât de conviction. « Je veux simplement m'assurer qu'Élodie sera protégée, quoi qu'il arrive. Elle a déjà perdu sa mère. Je refuse qu'elle perde sa nouvelle famille aussi. » Les deux frères se regardèrent longuement, une compréhension tacite passant entre eux. Philippe connaissait suffisamment Antoine pour savoir qu'il était capable d'actions extrêmes lorsqu'il estimait que la fin justifiait les moyens. Et pour la première fois, il semblait motivé non par l'ambition ou l'orgueil, mais par un amour profond et sincère. « J'espère que tu ne feras rien de stupide, » dit finalement Philippe. « Mais oui, si nécessaire, je prendrai soin d'Élodie. Tu as ma parole. » Antoine sentit un poids immense se soulever de ses épaules. « Merci, Philippe. Tu ne peux pas imaginer ce que cela signifie pour moi. »« Oh, je crois que si, » répondit doucement son frère. « Je te connais mieux que tu ne le penses, Antoine. Toujours. » Le lendemain matin, Antoine accompagna personnellement Élodie pour son premier jour à l'institution des Chartreux. La fillette, vêtue de l'uniforme réglementaire, jupe plissée bleu marine, chemisier blanc, blazer orné de l'écusson de l'école, semblait à la fois excitée et terrifiée. « Et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» demanda-t-elle. Pour la énième fois, tandis qu'ils approchaient des imposants bâtiments historiques de l'école. « Ils apprendront à te connaître et ils t'apprécieront pour ce que tu es, » répondit patiemment Antoine. « Et sinon, tant pis pour eux. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tout le monde pour être heureuse, Élodie. » La fillette médita ces paroles tandis qu'ils franchissaient les grilles de l'établissement. La cour était déjà remplie d'enfants de tous âges, certains jouant bruyamment, d'autres discutant en petits groupes. Tous semblaient parfaitement à l'aise dans cet environnement prestigieux, comme s'ils y étaient nés. Ils furent accueillis par la directrice, Madame Valois, une femme d'une cinquantaine, d'années à l'allure stricte, mais au regard bienveillant. Elle conduisit Élodie vers sa nouvelle classe, expliquant le fonctionnement de l'école, les horaires, les attentes en matière de comportement et de travail. « Mademoiselle Clément m'a transmis un rapport très élogieux sur tes capacités. Élodie, dit-elle avec un sourire encourageant, je suis certaine que tu t'épanouiras ici. » Lorsque vint le moment de la séparation, Élodie sembla soudain réticente à lâcher la main d'Antoine. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu vas y arriver, » lui dit-il avec douceur. « Tu es la petite fille la plus courageuse que je connaisse, et je serai là à 16h30 précise pour te chercher. »« Promis ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Promis » confirma-t-il solennellement. Elle hocha la tête, rassemblant son courage, puis suivit Madame Valois vers sa salle de classe. Antoine la regarda s'éloigner, le cœur serré. C'était la première fois qu'ils étaient séparés depuis qu'elle vivait chez lui, et cette séparation, bien que normale et nécessaire, lui semblait étrangement douloureuse. En rentrant chez lui, il trouva un message de Vidal sur son téléphone. « Urgence, appelez-moi immédiatement. » Le cœur battant, Antoine composa le numéro du détective. « Monsieur Mercier », répondit immédiatement Vidal, sa voix trahissant une certaine tension. « Élise Moreau est à Lyon. Elle a été aperçue ce matin près de votre entreprise, apparemment, en train de se renseigner sur vos habitudes. » Antoine sentit un frisson glacé parcourir son échine. « A-t-elle approché Théo ? » ?»« Pas à ma connaissance, mais j'ai placé un homme en surveillance devant votre domicile, par précaution, et il faudrait mieux renforcer la sécurité autour de votre fils. »« Je m'en occupe, » assura Antoine. « Merci, Vidal. » Il raccrocha et appela immédiatement Gisèle pour lui demander de ne pas quitter la maison avec Théo sous aucun prétexte, puis contacta Pascal Durand pour organiser une protection rapprochée autour de sa propriété. La journée passa dans une tension permanente. Antoine tenta de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à la menace qui planait sur sa famille. Que voulait exactement Élise? Comptait-elle simplement reprendre son fils, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière son retour?
Et Delcourt était-il aussi de retour? Ces questions le torturaient, tandis qu'il attendait impatiemment l'heure d'aller chercher Élodie à l'école. À 16h15, il quitta son bureau et se dirigea vers l'institution des Chartreux. La circulation était dense à cette heure, et il craignait d'arriver en retard. Il ne voulait pas qu'Élodie pense, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il avait oublié sa promesse. Il arriva finalement à 16h28, se garant à la hâte devant l'établissement où plusieurs parents attendèrent déjà. La cloche sonna, et bientôt une marée d'enfants en uniforme se déversa dans la cour. Antoine scrutait anxieusement la foule, cherchant la silhouette menue d'Élodie. Il la repéra enfin, marchant seule, son cartable semblant presque trop grand pour elle. Son visage s'éclaira lorsqu'elle l'aperçut, et elle se précipita vers lui. « Alors, cette première journée ?» demanda-t-il en l'accueillant avec un sourire chaleureux. « C'était différent, » répondit-elle, choisissant soigneusement ses mots. « L'école est belle et les professeurs sont gentils, mais les autres enfants... » « Ils n'ont pas été aimables ?» s'inquiéta Antoine. « Certains si, » nuança Élodie, « mais d'autres ont posé beaucoup de questions. Pourquoi je vis avec... Vous, où sont mes vrais parents? Pourquoi je n'étais pas à l'école avant? Et quand j'ai dit que ma maman était partie, un garçon a dit que vous m'aviez probablement prise par pitié. » La colère monta en Antoine à ces mots. « Ce garçon ne sait pas de quoi il parle, » dit-il fermement. « Tu n'es pas avec nous par pitié. Élodie, tu es avec nous parce que tu fais partie de notre famille, parce que Théo et moi nous t'aimons. » Les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes, mais elle les retint courageusement. « Je sais, » dit-elle avec un petit sourire. « Et puis j'ai fait taire ce garçon quand la maîtresse a posé une question de maths très difficile et que j'ai été la seule à savoir y répondre. » Antoine rit, fier de sa résilience. « Voilà, tu leur montreras qui tu es, jour après jour, et ils apprendront à te respecter. » Ils montèrent en voiture et prirent le chemin du retour, Élodie racontant les détails de sa journée, les cours qu'elle avait eus, la bibliothèque immense qui l'avait impressionnée, la gentillesse de sa maîtresse principale, Madame Beaumont. Alors qu'ils approchèrent de leur domicile, Antoine remarqua une voiture garée un peu plus loin sur la route. Une silhouette féminine était au volant, semblant observer la propriété. Son sang se glaça dans ses veines. Même à cette distance, même avec ses cheveux désormais courts et bruns, il reconnaissait Élise. « Élodie, » dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme, « quand nous arriverons, je veux que tu ailles directement dans la maison, d'accord? Ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière, tu vas droit voir Théo et Gisèle. » La fillette, percevant la tension dans sa voix, hocha gravement la tête. « Quelque chose ne va pas? »« Tout ira bien, » la rassura-t-il. « Je dois juste parler à quelqu'un. » Il franchit le portail de la propriété et se gara devant l'entrée. Comme convenu, Élodie descendit rapidement de voiture et se précipita dans la maison sans se retourner. Dès qu'elle fut en sécurité, à l'intérieur, Antoine fit demi-tour et sortit à nouveau de la propriété, se dirigeant vers la voiture d'Élise. Elle ne tenta pas de fuir à son approche, ce qui le surprit. Il se gara juste derrière elle, bloquant toute retraite possible, et descendit de son véhicule, le cœur battant à tout rompre. Élise sortit également de sa voiture. Elle était plus mince qu'avant, presque maigre. Son visage, autrefois rayonnant de confiance en soi et de beauté, portait maintenant les marques de l'anxiété et de la fatigue. Mais ses yeux verts avaient toujours cette intensité qui l'avait séduit des années auparavant. « Antoine, dit-elle simplement. « Que fais-tu ici, Élise » demanda-t-il froidement. « Je pense que tu le sais, » répondit-elle. « Je suis venu pour Théo, mon fils. »« Notre fils, » corrigea Antoine. « Le même que tu as abandonné chez des inconnus il y a 7 mois. » Une ombre de douleur passa sur le visage d'Élise. « Tu ne comprends pas, je n'avais pas le choix. »« On a toujours le choix, » répliqua-t-il durement. « Tu aurais pu venir me voir, me demander de l'aide. Au lieu de cela, tu as disparu avec notre enfant. Puis tu l'as laissé comme un paquet encombrant avant de t'évaporer dans la nature. »« J'étais terrifiée, » s'exclama Élise, sa voix se brisant. « Victor me menaçait. Il menaçait Théo. Je devais le mettre en sécurité et je ne pouvais pas venir vers toi. Il te faisait surveiller aussi. Alors tu l'as confié à une femme malade et à sa fille de 8 ans. » La colère d'Antoine était palpable. « Tu sais ce qui est arrivé à cette femme, Élise? Elle est décédée.
laissant sa fille seule au monde, avec en plus la responsabilité de notre fils. Élise pâlit visiblement. Je ne savais pas. Je pensais revenir le chercher rapidement, dès que j'aurais trouvé un moyen d'échapper à Victor. Mais les choses se sont compliquées. Il m'a retrouvé, m'a forcé à le suivre à l'étranger. Ce n'est que récemment que j'ai réussi à lui échapper définitivement. Antoine la scrutait, cherchant à démêler le vrai du faux dans son récit. Élise avait toujours été douée pour la manipulation, pour se présenter comme une victime des circonstances. « Peu importe tes excuses, dit-il finalement. Théo est avec moi maintenant. Il est heureux, en sécurité. Il a une nouvelle sœur qui l'aime. Et le protège comme tu n'as jamais su le faire. »« Une sœur ?» répéta Élise, confuse. « Élodie, la petite fille qui l'a sauvée quand tu l'as abandonnée. Elle fait partie de notre famille maintenant. » Élise sembla déstabilisée par cette « information ». « Je suis heureuse qu'il ait été bien traité. Mais Antoine, je suis sa mère. J'ai le droit de le voir, de faire partie de sa vie. » « Tu as renoncé à ce droit le jour où tu l'as laissé chez des étrangers, » rétorqua Antoine. « Et je ne te laisserai pas revenir maintenant pour tout bouleverser à nouveau. »« Je n'ai pas l'intention de bouleverser quoi que ce soit, » plaida Élise. « Je veux juste le voir, lui parler, lui expliquer. » « Lui expliquer quoi? Qu'il était moins important pour toi que ta relation avec un criminel? Qu'il était un fardeau dont tu t'es débarrassé à la première occasion? » Ces mots cruels frappèrent Élise comme des coups physiques. Elle recula, chancelante. « Ce n'est pas vrai, je l'aime. Je n'ai jamais cessé de penser à lui, pas un seul jour. » Antoine sentit sa résolution vaciller légèrement devant la détresse évidente d'Élise. Était-il possible qu'elle dise la vérité? Avait-elle réellement agi sous la contrainte par peur pour la sécurité de leur fils? « Écoute, Élise, dit-il d'un ton plus mesuré. Même si je voulais te croire, je ne peux pas prendre de risques avec le bien-être de Théo. Il a déjà vécu trop de traumatismes pour son âge. »« Je comprends, dit-elle doucement. Mais Antoine, je ne partirai pas sans l'avoir vu. Je peux faire les choses à l'amiable, ou je peux m'adresser à la justice. Légalement, j'ai tous les droits sur mon fils. » La menace était à peine voilée, et Antoine sentit la colère remonter en lui. « Tu veux vraiment engager une bataille juridique ? Avec tout ce que je pourrais révéler sur toi, sur ton abandon, sur ta relation avec Delcourt, et tout ce que je pourrais révéler sur toi, contra Élise, sur tes méthodes d'affaires, sur la façon dont tu as obtenu certains contrats. Nous avons tous les deux des squelettes dans nos placards, Antoine. » Ils se fixèrent en silence, chacun évaluant la détermination de l'autre. Antoine réalisa qu'une confrontation ouverte ne mènerait à rien de bon, ni pour lui ni pour les enfants. « Voici ce que je te propose, dit-il finalement. Je vais parler à Théo, le préparer à te voir. Une rencontre brève, surveillée, ici, chez moi. Ensuite, nous discuterons de la suite. » Le visage d'Élise s'éclaira d'espoir. « Quand ? » ?»« Dans quelques jours. Je t'appellerai pour te donner une date précise. » Elle hésita, puis acquiesça. « D'accord. Mais ne me fais pas attendre trop longtemps, Antoine. Je suis sérieuse quand. Je dis que je veux faire partie de la vie de mon fils. Je te contacterai, répéta-t-il simplement. Élise remonta dans sa voiture et s'éloigna, laissant Antoine seul avec ses pensées tumultueuses. Il n'avait pas l'intention de faciliter son retour dans la vie de Théo, mais il avait besoin de temps pour élaborer une stratégie, pour consulter son avocat, pour protéger sa famille, sans déclencher une guerre ouverte qui pourrait nuire aux enfants. En rentrant dans la maison, il trouva Élodie qui l'attendait anxieusement dans le hall. « Qui était cette dame » demanda-t-elle immédiatement. Antoine soupira, réalisant qu'elle avait dû regarder par la fenêtre malgré ses instructions. C'était Élise, la maman de Théo. Les yeux d'Élodie s'agrandirent de peur. « Elle est venue le reprendre ?»« Non » la rassura Antoine, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Elle voudrait le voir, c'est tout. Et nous allons décider ensemble. Ce qui est le mieux pour Théo, d'accord ? Elle ne peut pas l'emmener loin de nous, » affirma Élodie avec une détermination farouche. « Il a besoin de nous, et nous avons besoin de lui. » Antoine l'enlaça, touché par sa loyauté et son amour pour Théo. « Je sais, ma chérie, je te promets que je ferai tout pour que nous restions ensemble tous les trois. » Mais même en prononçant ces mots, il savait que la bataille qui s'annonçait serait difficile. Élise avait des droits légaux qu'il ne pouvait pas simplement ignorer. Et quelque chose dans son regard, dans sa voix, lui disait qu'elle n'abandonnerait pas facilement cette fois. Plus tard, ce soir-là, après avoir couché les enfants,
Antoine appela son avocat pour l'informer de la situation. Maître Leblanc écouta attentivement son récit de la confrontation avec Élise. « Vous avez bien fait de ne pas refuser catégoriquement une rencontre, approuva-t-il. Cela aurait pu la pousser à des actions plus drastiques. Mais ne vous engagez pas trop. Ne lui faites aucune promesse concrète tant que nous n'aurons pas évalué toutes nos options. »« Que me conseillez-vous pour la suite ?» demanda Antoine. « Gagner du temps, » répondit l'avocat. « Demandez une évaluation psychologique de Théo pour déterminer s'il est prêt à revoir sa mère. Insistez pour que toute rencontre se déroule en présence d'un professionnel. Et surtout documentez tout, chaque appel, chaque message, chaque interaction avec Élise. Et si elle s'adresse directement à la justice? Alors nous serons prêts, assura Maître Leblanc. Mais, entre-temps, je vais accélérer les procédures d'adoption pour Élodie. Plus son statut sera sécurisé dans votre foyer, moins Élise aura de moyens de pression. Antoine raccrochait quand son téléphone vibra à nouveau. C'était un message de Vidal. Information urgente. Appelez dès que possible. Le cœur battant, Antoine composa le numéro du détective. « Monsieur Mercier, » répondit immédiatement Vidal. « J'ai des nouvelles concernant Delcourt. Il est en France. Il a été vu à Paris hier et mes sources indiquent qu'il se dirige vers Lyon. » Un frisson glacé parcourut l'échine d'Antoine. « Vous pensez qu'il est à la recherche d'Élise ?»« C'est probable. Et s'il la trouve ?» Vidal n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Si Delcourt retrouvait Élise, et s'il découvrait que Théo était avec Antoine, la situation pourrait devenir infiniment plus dangereuse. « Renforcez la surveillance », ordonna Antoine. « Je veux être informé immédiatement de tout mouvement suspect autour de ma maison, de mon bureau ou des écoles des enfants. »« Compris », acquiesça Vidal. « Soyez prudent, monsieur Mercier. Delcourt n'est pas un homme à prendre à la légère. » Après avoir raccroché, Antoine resta longuement immobile dans son bureau, contemplant la nuit à travers la fenêtre. La menace qui planait sur sa famille était désormais double. Élise qui voulait récupérer son fils et Delcourt qui représentait un danger plus obscur, plus imprévisible. Pour la première fois depuis longtemps, Antoine Mercier, l'homme, qui avait bâti un empire en ne comptant que sur lui-même, se sentit vulnérable. Non pas pour lui-même, il avait depuis longtemps appris à gérer les risques personnels, mais pour ses deux enfants qui dormaient paisiblement à l'étage, inconscients du tourbillon qui menaçait de bouleverser leur existence tout juste stabilisée. Il monta silencieusement les escaliers et s'arrêta d'abord devant la chambre de Théo. Le petit garçon dormait profondément, son doudou serré contre lui, sa respiration régulière et paisible. Antoine caressa doucement ses cheveux blonds, si semblables aux siens. « Je te protégerai, » murmura-t-il. « Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » Il passa ensuite à la chambre d'Élodie. La fillette dormait aussi, mais son sommeil semblait moins serein. Son front était légèrement plissé, comme si même dans ses rêves, elle portait le poids de responsabilités trop lourdes pour son âge. Antoine remonta la couverture sur ses épaules et déposa un baiser léger sur son front. « Toi aussi, ma courageuse petite fille, » chuchota-t-il. « Je ne laisserai personne vous faire du mal, à aucun de vous deux. » En redescendant vers son bureau, une détermination nouvelle s'était emparée de lui. Il ne savait pas encore comment, mais il trouverait un moyen de protéger sa famille contre toutes les menaces, qu'elles viennent d'Élise, de Delcourt ou du système judiciaire lui-même. Car pour la première fois de sa vie, Antoine Mercier se battait non plus pour lui-même, pour sa fortune ou son ego, mais pour quelque chose d'infiniment plus précieux. L'amour et le bonheur de deux enfants qui avaient trouvé refuge dans son cœur autrefois si froid et si dur. Et cette bataille-là, il ne pouvait pas se permettre de la perdre. Une semaine s'était écoulée depuis la confrontation avec Élise. Antoine avait suivi les conseils de Maître Leblanc, retardant la rencontre entre elle et Théo sous divers prétextes. Un rendez-vous avec un psychologue pour évaluer l'état émotionnel de l'enfant, des formalités administratives à compléter, des inquiétudes concernant la santé fragile du petit garçon. Élise s'impatientait, ses messages devenant de plus en plus insistants, mais elle n'avait pas encore mis ses menaces juridiques à exécution. En parallèle, la présence de Delcourt à Lyon avait été confirmée par Vidal. L'homme avait pris une chambre dans un hôtel de luxe du centre-ville sous un nom d'emprunt,
Mais ses habitudes ostentatoires l'avaient trahi. Selon les informateurs du détective, il avait posé des questions sur Élise dans certains cercles et semblait particulièrement intéressé par les affaires de famille d'Antoine Mercier. Ce matin-là, Antoine surveillait Élodie et Théo qui jouaient dans le jardin. La fillette avait créé un jeu éducatif pour son petit frère, utilisant des cailloux colorés pour lui apprendre à compter et à reconnaître les formes. Depuis sa première semaine difficile à l'institution des Chartreux, Élodie semblait s'être adaptée progressivement. Certains enfants restaient distants, intimidés par son intelligence hors norme et son parcours atypique, mais elle avait trouvé quelques alliés, notamment Emma, la fille d'un professeur d'université qui partageait sa passion pour les mathématiques. Le téléphone d'Antoine vibra dans sa poche. C'était un message de Philippe. « J'ai des informations importantes. Je passe te voir ce soir. » Antoine fronça les sourcils. Son frère n'était pas du genre à être mystérieux sans raison. Que pouvait-il avoir découvert? Sa réflexion fut interrompue par l'arrivée de Gisèle. « Antoine, Maître Leblanc est au téléphone. Il dit que c'est urgent. » Le cœur battant, Antoine prit l'appel dans son bureau. « Monsieur Mercier, » commença l'avocat sans préambule, « Élise Moreau vient de déposer une requête en justice pour récupérer la garde exclusive de Théo. Elle allègue que vous l'avez délibérément empêché de voir son fils et qu'elle a été contrainte d'abandonner l'enfant temporairement pour des raisons de sécurité qu'elle est prête à exposer devant un tribunal. » Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Malgré les avertissements de son avocat, il avait espéré qu'Élise ne franchirait pas cette ligne. Que pouvons-nous faire? Pour l'instant, rien de drastique. Nous allons préparer notre défense, présenter tous les éléments en notre possession concernant l'abandon de Théo, son état de santé quand vous l'avez retrouvé et la stabilité que vous lui offrez maintenant. Mais je dois vous prévenir, sur le plan strictement légal, la position d'Élise est solide. Si elle peut convaincre le juge qu'elle a agi sous la contrainte pour protéger son enfant d'une menace réelle. Antoine ferma les yeux, assimilant le coup. Je comprends. Quand aura lieu l'audience préliminaire? Dans 10 jours. D'ici là, le juge a ordonné une visite supervisée entre Élise et Théo en présence d'un expert psychologue nommé par le tribunal. Cette visite devra avoir lieu dans les 72 heures. Sitôt, Antoine ne put cacher sa surprise. Le juge estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir un lien avec sa mère biologique, en attendant une décision définitive sur la garde. Après avoir raccroché, Antoine resta immobile à son bureau, submergé par un sentiment d'impuissance qu'il n'avait pas connu depuis des décennies. Lui qui avait l'habitude de contrôler chaque aspect de sa vie professionnelle, se retrouvait soudain à la merci d'un système judiciaire qui semblait favoriser les liens biologiques au détriment de tout le reste. Comment expliquer à Théo qu'il allait revoir une mère qu'il avait probablement oubliée? Comment préparer Élodie à la possibilité que son petit frère puisse être emmené loin d'elle? Ces questions le torturaient, tandis qu'il observait à nouveau les enfants par la fenêtre, inconscient du drame qui se jouait. Le soir venu, après avoir bordé les enfants, Antoine accueillit son frère dans le salon. Philippe semblait préoccupé, nerveux même, ce qui ne lui ressemblait pas. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Antoine sans détour. Philippe sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table basse. « J'ai reçu ça aujourd'hui. Une patiente qui travaille comme infirmière à l'hôpital Saint-Joseph me l'a transmise. Elle a soigné une femme qui correspond à la description d'Élise il y a environ 3 semaines. La patiente avait des contusions, apparemment dues à une chute dans les escaliers, mais le personnel soupçonnait des violences conjugales. » Antoine ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Elle contenait des photocopies d'un dossier médical et, plus surprenant, une lettre manuscrite. La lettre était dans les effets personnels de la patiente, expliqua Philippe. Elle l'a oubliée en partant, et mon contact l'a conservée, pensant qu'elle pourrait être importante. Antoine déplia la lettre. L'écriture était celle d'Élise. Il la reconnaissait parfaitement. « Mon cher Théo, » commençait-elle, « si tu lis un jour ces mots, c'est que j'ai réussi à revenir vers toi ou que quelqu'un d'autre t'a transmis cette lettre. Je veux que tu saches que je ne t'ai jamais abandonné par choix. L'homme avec qui j'étais, Victor, est devenu dangereux. Il me contrôlait, me menaçait, et un jour, il a menacé de te faire du mal à toi aussi. J'ai dû prendre la décision, la plus difficile de ma vie, te mettre en sécurité loin de lui, loin de moi.
J'ai choisi cette femme, Sylvie Rousseau, parce qu'elle semblait gentille et discrète. Je pensais revenir te chercher rapidement, mais Victor m'a retrouvé. Il m'a forcé à le suivre à l'étranger, me surveillant constamment. Je n'ai réussi à m'échapper que récemment, et ma première pensée a été pour toi. J'espère qu'un jour tu pourras comprendre et peut-être me pardonner. Je t'aime, mon petit ange, et je t'aimerai toujours. Maman. Antoine reposa la lettre, les mains tremblantes. Ce témoignage écrit changeait tout. Il confirmait les dires d'Élise sur la nature abusive de sa relation avec Delcourt, sur les raisons qui l'avaient poussé à cacher Théo. Cette lettre pourrait jouer en sa faveur devant un tribunal, remarqua Philippe, qui avait lu par-dessus son épaule. Je sais, admit Antoine, mais étrangement c'est presque un soulagement, de savoir qu'elle ne l'a pas simplement abandonné par indifférence ou égoïsme. Le lendemain matin, Antoine prit une décision qui allait à l'encontre de tous ses instincts de combattant. Il appela Élise et lui proposa une rencontre, non pas avec Théo immédiatement, mais avec lui et Élodie. Ils se retrouvèrent dans un café discret du Vieux-Lyon. Élise arriva ponctuellement, visiblement nerveuse. Élodie, assise à côté d'Antoine, fixait cette femme qui représentait une menace potentielle pour sa nouvelle famille. « Merci d'être venue », commença Élise hésitante. Puis, s'adressant directement à Élodie, « Tu dois être la petite fille qui a pris soin de mon fils. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. » Élodie la dévisagea avec une intensité troublante pour une enfant de son âge. « Pourquoi l'avez-vous laissé » demanda-t-elle sans détour. Élise sembla désarçonnée par cette question directe, mais elle répondit avec une honnêteté qui surprit Antoine. « J'étais avec un homme qui nous faisait du mal. J'ai eu peur qu'il fasse du mal à Théo aussi. Alors je l'ai caché, en pensant revenir vite le chercher. Mais cet homme m'a empêché de revenir. Il m'a emmené loin, et je n'ai réussi à m'échapper que récemment. » Élodie considéra cette explication, son visage reflétant une maturité bien au-delà de ses 8 ans. « Vous allez nous l'enlever maintenant. » Élodie, intervint doucement Antoine, « ce n'est pas si simple. » « En fait, dit Élise, surprenant à nouveau Antoine, c'est exactement pour ça que je voulais vous parler à tous les deux avant de voir Théo. Je sais, j'ai déposé cette requête en justice par désespoir, parce que j'avais l'impression qu'Antoine m'empêchait délibérément de voir mon fils. Mais maintenant, après avoir parlé à mon avocate et réfléchi à la situation, je me demande si une bataille juridique est vraiment ce qu'il y a de mieux pour Théo. » Antoine et Élodie échangèrent un regard stupéfait. « Que proposes-tu exactement » demanda Antoine méfiant. « Je veux faire partie de la vie de mon fils, » affirma Élise. « Mais je réalise aussi qu'il a trouvé une stabilité avec vous, qu'il a créé des liens avec toi, Antoine, et avec toi, Élodie. Le traumatiser à nouveau en l'arrachant à tout ça, ce n'est pas ce que je veux. »« Alors, quoi ?» insista Antoine. « Un arrangement à l'amiable, une garde partagée, progressive. Je commence par des visites régulières, puis peut-être quelques week-ends, et nous voyons comment Théo réagit. L'essentiel est son bien-être, pas nos égos ou nos droits légaux. » Antoine était sidéré par ce revirement. Était-ce sincère ou une nouvelle manipulation d'Élise ? « Et Victor Delcourt » demanda-t-il, testant sa réaction. Le visage d'Élise se durcit. « J'ai déposé une plainte contre lui, la police le recherche pour plusieurs choses. Il n'est plus une menace pour nous. » Antoine n'était pas convaincu de cette dernière affirmation, mais les informations de Vidal semblaient corroborer l'idée qu'Élise avait réellement rompu avec Delcourt et qu'elle le craignait. « J'ai besoin de réfléchir à tout ça, dit-il finalement, et d'en parler avec mon avocat. »« Je comprends, » acquiesça Élise, « mais s'il te plaît, ne me fais pas attendre trop longtemps pour voir Théo. Il me manque tellement. » En quittant le café, Antoine fut surpris de sentir la petite main d'Élodie se glisser dans la sienne. « Je crois qu'elle dit la vérité, » déclara la fillette avec cette assurance tranquille qui la caractérisait. Elle avait peur pour Théo, comme moi j'aurais eu peur à sa place. Antoine sourit, une fois de plus émerveillé par la sagesse intuitive de cet enfant. « Tu crois que nous devrions accepter sa proposition ?» Élodie réfléchit un moment. « Oui, mais à condition qu'elle promette que Théo restera toujours avec nous aussi. Il a besoin de nous trois maintenant. » Les jours suivants furent consacrés à d'intenses négociations entre les avocats. Finalement, un accord fut trouvé. Élise retirerait sa demande de garde exclusive en échange d'un droit de visite progressif, commençant par des rencontres supervisées, puis évoluant vers des week-ends alternés si tout se passait bien.
Antoine conserverait la garde principale, et Élie